à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités, devinez quoi, exceptionnels évidemment, puisque autour de la table nous avons Florian. Bonjour Florian. Bonjour à vous. Bonjour Céline. Bonjour Martin, bonjour à vous tous. Au bout de la table nous avons Bruno. Bonjour Bruno. Mais bonjour. Et Johan, salut Johan, t'as droit à un salut toi. Alors salut Martin. Ah, mais quelle voix grave, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de plein de choses. Vous voyez notre menu en bas de l'écran, on va vous parler de... on va commencer par les derniers jeux qui sont parus chez Greux Games. Les derniers Greux Games, on remonte à quand? Vous nous avez ramené plein de jeux. Ouais. On s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu et on est remonté jusqu'à tout 2024. On fait tout 2024, on fait tout quoi. On fait tout. On va vous montrer les jeux. Alors assez rapidement, quand même, bien entendu, on va pas les étaler, on ne se lance pas dans une partie à chaque fois, mais c'est le plaisir aussi de revenir, puisque effectivement, on s'était pas vu. Et tu me dis, j'ai jamais fait de matinale. C'est fou ça. Je crois que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je suis pas venu. Je crois que c'est la 3e saison de la matinale qu'on fait. Je suis perdu, mais ça fait. Je me souviens plus. Oui, tu peux dire que t'es pas venu parce qu'habituellement tu viens. Ouais, c'est vrai, je viens tout seul. Ouais, c'est ça. Je fais des allers-retours assez rapides, c'est pour ça que. Donc on va vous présenter, on a plein de petits jeux derrière, on reviendra un petit peu, ça nous permet de raconter l'histoire de Greux Games aussi à travers ces différents jeux. Et puis il y en a deux, un qui est déjà paru, Salamandra, dont tu es l'un des 2 auteurs. Oui, Johan. avec Pierre Giraud, effectivement. Donc ça tardera un petit peu plus sur Salamandra forcément, et il y en a un qui va paraître, Troc, donc tu es l'auteur, l'un des 2 auteurs, Bruno. Avec Serge Laget. Sur lequel on s'attardera également un petit peu. On va vous faire monter vos envies de découvrir ces jeux. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion de participer à cette matinale, de voter, de nous indiquer tout simplement votre degré d'attente sur ces jeux, qu'ils soient passés ou futurs, vos envies de le découvrir également. Ça fait un très joli programme. On est très curieux aussi de connaître votre ressenti, parce que c'est rare qu'on mélange à la fois des jeux déjà parus et des jeux qui vont paraître. C'est pas forcément la même approche. On aura également une minute culturelle comme d'habitude, on vous demandera votre avis, tu l'as déjà fait toi Johan, puisque tu étais présent hier en matinale, tu nous as fait de très très bons conseils, ça se trouve t'en as d'autres, j'en sais rien. Je peux en avoir un autre si non. On sait pas. Peut-être je vais me le faire chourave juste avant. C'est possible, on fera pas ça en dernier. Il a passé toute la nuit sur internet à chercher un conseil. J'ai rien dormi, j'arrive vraiment rien dormi. La Bible c'est pas mal, ça a l'air bien vendu. Allez, pas de position. Pas de position, on l'a entendu, c'est trop tard. On terminera avec notre tombola. Vous savez que le vendredi, on tire au sort quelqu'un parmi tous ceux qui ont acheté. Vous pouvez encore le faire sur l'application, des billets de tombola jusqu'à la fin de cette émission. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Jolie brochette, on le dit sur le chat. C'est Fanette qui a une envie de barbecue, je pense. Merci, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur le chat. Il faut que je lance les notifications. On va commencer directement par vous parler des jeux qui sont déjà parus chez Greux Games depuis 2024. Alors, je vous fais confiance sur l'ordre. Parce que là, vraiment, je suis incapable. Vous êtes capable, vous, de resituer les jeux dans l'ordre? Alors, j'ai l'impression que c'était, en fait, comme on a toujours quasiment 1 an d'avance sur le programme et qu'on est en train de travailler les jeux qui vont sortir en 2026, voire 2027. Wow. Ah, c'est ça qu'on va savoir. Ça fait bizarre, des fois, j'ai l'impression que le jeu, comme on a fini de le travailler un peu plus tôt, que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont sortis, alors qu'en fait, c'était juste l'année dernière. C'est vrai. Et du coup, il faut que des fois, ça me paraît hyper long, mais voilà. Donc ça va le faire. Donc en 2024, on avait commencé avec les Super Mini Box Golden Crash et 5 Royaumes. Ouais, alors ça c'est effectivement. Mais ça vous en avez déjà parlé, et donc là en fait on a continué la gamme. Ça c'est cette année, mais sinon derrière... On va les prendre, parce que je me rends compte que j'ai oublié un truc, il va falloir qu'on fasse un exercice extrêmement complexe, je sais pas si l'un de vous, au hasard, Bruno Catala, tu te regardes en haut, t'as compris ce que j'ai compris, mais je me demandais si je pouvais l'atteindre, mais ça va être dur. Qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai oublié d'allumer ma vidéo, je pense qu'on risque d'en avoir besoin dans cette caméra. Pour allumer la vidéo, vous le savez, c'est Indiana Jones, il faut que je grimpe sur la table et que j'appuie sur le bouton. C'est pas très complexe, mais... Ah, tu veux que je peux peut-être lancer Bruno? C'est pas ça, c'est que, en général, quand je fais ça, comme j'aime bien avoir un côté qu'on ne voit pas mes chaussettes en fait, parce qu'elles sont toujours extrêmement choquantes. Je mets la caméra sur le bout de la table, donc les gens ne voient pas, ou presque rien, et je demande à quelqu'un de faire une improvisation incroyable sur un thème qui lui est cher, et j'ai choisi au hasard Bruno Catala. C'est pas du tout gênant, mais Bruno, on t'écoute pendant que je suis pas là. Alors moi je peux vous parler de mes coups de cœur du moment. Directement. Non, je rigole. Non, touche pas à ça. Pardon. Fou ça. Qu'est-ce qu'il fait? Désolé. Elles sont belles tes chaussettes. Ne décris pas ce que je fais, Bruno, s'il te plaît. Non, ne zappez pas. Il va revenir incessamment sous peu. C'est le 112 ou 18, c'est ça? Ce n'est pas un exercice, ne faites pas ça à la maison. On va avoir une vidéo.
Ok, impeccable. Moi, je sais jamais quand je descends. Ah ouais, c'est ça que c'est... Quelqu'un peut me faire ta. Non, mais je veux pas ça. Courte échelle. En fait, il sait très bien comment il descend. Mais tire pas là-dessus. Ah, mais c'est pas possible. Style de rien. Bon, on en était où? Ah oui, sur les... Merci beaucoup. Donc, Bruno. Mais de rien, j'ai rien fait, c'est parfait. C'est ce que je fais le mieux, de toute façon. Les Super Mini Box qui ont été prolongés un peu, on va y revenir. Là, on a eu Kitsu en septembre. Hop là, je mets là. Allez, là, par exemple, Kitsu, regarde comme ça vas-y. brille. Wow. On en a parlé de celui-ci, hein. C'est Jonathan Favrelière. Non, pas du Thomas tout. Favrelière. Thomas Favrelière. Parce que Illustré par Favre-Godal et Favrelière, Oui, je comprends. leur nom commence pareil, c'est insupportable. Il y en a qui a des cheveux, pas l'autre. Je sais pas lequel c'est. Moi, je me moque pas. Hein. Ouais, moi pareil. Il y en a une Matim, mais pas l'autre. J'ai plus pour longtemps à me moquer. Et donc Kitsu, donc c'est un jeu de pli en équipe. Donc il peut jouer aussi également à 2 en 1 contre 1, qui est un peu méchant à ce moment-là, et puis à 4 et à 6. Donc équipe de 2, équipe de 3. Et voilà, et ça c'est vraiment très chouette. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu. Sinon, il faut aller voir. On a fait pas mal de vidéos de parties. On a sur notre chaîne, on en a sur Test and Play, je crois aussi. Ouais, Test and Play qui est une chaîne, tu m'as dit lyonnaise, je pensais qu'ils étaient grenoblois, moi. Non, ils sont à Saint-Priest, en lyonnais, Qui font plutôt du jeu de rôle tout à fait, à l'origine, et qui, vous n'êtes pas très loin, donc c'est pratique aussi pour pouvoir faire quelques vidéos. Et filmer dans de bonnes conditions, parce qu'à l'habitude à la maison, ça fait très très amateur. Il y a cet aspect-là, évidemment, puis il y a une petite communauté aussi derrière. Celui-ci est très original dans la mécanique, je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Non, j'ai pas joué. Les deux. N'hésitez pas à intervenir à tout moment pour nous dire. Mais il est vraiment surprenant ce jeu-là parce que il y a la première partie, mais derrière il y a du renouvellement aussi dans ce jeu. Ouais, et puis en plus tu vas avoir vraiment ce côté, t'as un apprentissage. En fait, certains effets sont un peu forts, mais quand tu vas jouer avec, en fait, c'est comme tous les jeux d'apprentissage que t'as avec en équipe. Tu joues plusieurs fois avec la même personne, du coup vous allez mieux vous comprendre, mieux jouer les choses, arriver à anticiper ce qui va se passer. Et il y a des retournements de situation, ça crée autour. Enfin, les premiers tours sont un peu calmes et puis après ça commence un peu à se déchaîner et c'est un super jeu pour briser la glace, s'amuser autour d'une table, en famille, entre amis. C'est vraiment très chouette. Jouer une carte à tour de rôle, comparer les valeurs des clans Zenko et Yako. Attention aux cartes spécialistes, faites progresser votre pion Kitsune sur la voie de la sagesse. Pardon, mais là, ça ne me l'a pas vendu complètement, c'est-à-dire que je ne me rends pas trop compte du type de jeu. En gros, l'idée c'est que chacun est parti d'une équipe, donc bleu ou orange, tu vas jouer des cartes, on va te distribuer des cartes en main, tu vas jouer la carte que tu veux devant toi à tour de rôle, et à la fin on additionne les valeurs bleues et les valeurs oranges. Celui qui a la plus grosse différence va augmenter de cette différence sur la piste de sagesse. Et si le premier à mettre son pion, la première équipe à mettre son pion sur le haut de la piste, gagne la partie. D'accord. Mais là, après, il va y avoir plein de retournements de situation, parce que des fois, tu as des cartes, toi tu joues orange, mais tu as que des cartes bleues en main. Donc ton but, ça va être de techniquement arriver à bien jouer tes cartes bleues au bon moment, pour que ça gêne le moins tes partenaires, et que ça avantage moins tes adversaires. Et il y a aussi des cartes spéciales qui vont pouvoir supprimer certaines cartes, retourner les couleurs, faire des changements comment ça s'appelle, je perds mes mots le matin, faut pas. Voilà, je te lance tout de suite dans l'explication. Non, mais tu vas avoir des retournements de situation qui vont permettre justement de tirer ton épingle du jeu malgré une main complètement pourrie à la base. Et donc c'est là-dessus que c'est rigolo de jouer avec ce jeu. Et puis on a des cartes qui sont très élégantes aussi, Céline, on le voit, il y a du brillant sur la boîte. Il y en a sur les cartes aussi. Il y en a sur les cartes aussi. Ouais, ça joue quand même, surtout maintenant qu'on a beaucoup de petits jeux de cartes. C'est un aspect qui est super agréable. Je vois 2/4/6, parce que vous l'avez dit, de toute façon, jeux par équipe. Il n'y en a pas tant que ça, des jeux par équipe. Alors, on est parti, c'est le premier jeu qu'on vous montre aujourd'hui et forcément on va vous demander de participer, ceux qui le souhaitent évidemment, ceux qui s'amusent à le faire. Je rappelle qu'à chaque fois que vous votez, vous gagnez une petite patate et que vous pouvez les dépenser justement pour ce qu'on fera en fin d'émission, c'est-à-dire le tirage au sort de notre tombola hebdomadaire. Donc hop, je vais lancer le vote. Vous devez le connaître celui-ci normalement, parce que c'est début 2024 du coup. Non, septembre. On est directement monté ça en septembre après les 2 Super Mini Box de début d'année. Parce qu'on va revenir sur les Super Mini Box ensuite là, parce qu'on a pas mal de sorties. Allons-y sur les Super Mini Box. Non, d'abord non, t'as raison. Super Mini Box, allez. Super Mini Box. Super Mini Box. Je te suis. Super Mini Box avec Strange World qui est sorti ensuite. Alors moi j'ai un truc quand même là-dessus, juste avant de les présenter ces différents jeux. Il y a une gamme. Et moi, je me rappelle de ce que tu nous disais, Bruno, sur les gammes. Une période où tu me disais, moi, mon rêve, c'est d'avoir
une petite boîte métal, ça n'existe plus les boîtes métal de Cocktail Games, et d'avoir mon nom parmi ces jeux-là. Tu sais, c'est des objectifs. J'adore les gammes chez les éditeurs. C'est toujours quelque chose qui me marque particulièrement. Une des gammes qui m'a fait rêver au début, c'était moi j'avais vraiment envie d'avoir un jeu dans une boîte métal déjà chez Cocktail. Bah oui. C'est parce que j'avais une capital sympathie très fort à la fois pour Mathieu Despnous et puis à la fois pour cette gamme-là dans laquelle il y avait beaucoup de trucs différents. Ça donne très envie en tant qu'auteur à un moment donné de proposer quelque chose qui irait dedans. Bon, après il m'a fallu longtemps pour réussir. Mais tu l'as eu. Oui, mais je l'ai eu avec avec Crazy Mistigri, avec Mathieu Lanvin qui travaille maintenant chez Blue Orange, mais qui a été au début qui a démarré en tant qu'auteur de jeu. Et effectivement, c'est le jour où j'ai eu cette boîte-là chez Cocktail, c'était un peu une sorte d'achievement, toi. Tu te dis, je l'ai réussi à le faire, c'est cool. Et toi, Johan, il y a des gammes comme ça dans lesquelles tu aimerais être présent? Il y a un truc que tu te dis, j'adorerais avoir mon jeu dans cette gamme-là. Du coup, c'est la même. Cocktail, oui, alors forcément, aujourd'hui, il existe toujours les petites boîtes, des boîtes carrées en bois. En carton. C'est moi ça. Non, il n'y a pas vraiment de. Peut-être un jour dans cette gamme-là, je sais pas. On verra si l'avenir nous le dit. Mais non, mais oui, il y a effectivement. Moi, j'aime beaucoup aussi les gammes parce que je pense que ça porte une forme de visibilité. J'ai eu la chance, il y a la petite gamme Bombix aussi, avec qui est très bien. Pixies, donc j'ai eu la chance d'avoir un jeu dedans, donc c'était pour moi vraiment top. Surtout de passer après derrière Sea Salt, c'était vraiment génial. Je pense donc oui, je suis assez friand en général. Bon, moi je pense qu'il y a une gamme aujourd'hui qui, je pense, doit te... Je suis sûr qu'elle te fait de l'œil un peu, moi aussi, mais j'ai rien à proposer. C'est la gamme dans laquelle il y a Décal. Chez Gigamic. Je pense que c'est une gamme, un format qui donne envie à un moment donné de proposer quelque chose. J'ai rien du tout qui irait là-dedans, mais tu te dis à un moment donné, ça fait sens. Justement, Décal, ça a été discuté, je sais, parce que ça a été discuté avec Alain, sur est-ce que c'était Pixies, donc le méca de Pixies, ou Décal, et du coup, ça a été Décal qui a été pris pour faire Décal, bien évidemment. Ah oui. Et donc, mais du coup, Pixies est allé dans l'autre gamme. Super gamme aussi, oui, forcément. Et donc, oui, ça me donne très très envie, effectivement. Tu vois, j'étais sûr. Ça c'est sûr. Par contre, il faut trouver la bonne idée. Mais c'est toujours le problème. C'est toujours le problème, Vous n'aviez pas de gamme au début, Céline? Vous aviez directement sur les premiers formats, il n'y avait pas vraiment cet esprit-là? Sur les premiers, sur Golden Crash et... Non, sur tous nos jeux, Si, on a toujours un esprit de gamme, en fait. On a toujours essayé de faire des jeux de gamme. On avait fait... t'as toute la série Nidavellir, Roa, Salamandra, Nain qui sont dans une gamme de jeux dans un format. En fait, en gros, pour nous, la gamme, c'est format. C'est vrai que le thème est plus fort presque que la gamme chez vous. C'est pas du tout une critique, mais ce thème Nidavellir, quand tu me parles de jeu, ça c'est bien dans le thème Nidavellir. On ressent très fort ça. Mais oui, tu as raison, il y a des tailles de boîtes. Mais comme vous avez commencé avec Dany, il y en a d'autres dans ce format-là? Du coup, il y a Antise maintenant. Ah oui. En fait notre premier Dany était carré, et puis en fait on a relancé le jeu en 2023, 2023 je crois. Bon bref, dans un format plus différent, avec on a retravaillé la couverture et on a retravaillé également le nombre de mots, on a rajouté des mots dans la boîte, on a rajouté des illustrations, et avec ça derrière ça nous a permis de relancer Dany qui fonctionne toujours excellemment bien, et on a sorti donc Antise en début d'année dans le même format. C'est marrant, je le voyais plus grand Antise que Dany. C'est pareil. C'est rigolo. Mais si je peux me permettre, tu as deux approches qui peuvent être complémentaires. C'est développer une gamme, c'est-à-dire un format dans lequel tu vas avoir des produits qui... Alors, à l'intérieur d'une même gamme, il vaut mieux que les cibles en termes de type de joueurs restent identiques, parce que si dans une même gamme, tu as un jeu très expert, puis un jeu très familial, c'est compliqué en termes d'identification. Et puis, tu as développé un univers. Ce que Greux fait avec l'univers de Nidavellir, où là, du coup, tu peux avoir des formats différents ou pas, et puis etc. Mais tu développes un univers, ou ce qu'on a pu faire avec Abyss chez Bombix, par exemple. Tu vois, et c'est deux approches qui sont intéressantes dans les deux cas, je pense. C'est passionnant, en fait. Et c'est pour ça que j'insiste dessus. Je t'ai coupé pour dire ça. Pourquoi ? Parce que moi, ça me marque énormément. Et cette petite gamme-là, peut-être qu'elle commence à exister, elle commence à être présente. En la présentant aujourd'hui
un peu plus, ça crée aussi des envies chez les auteurs de se dire oh mais j'essaie déjà de la comprendre cette gamme, qu'est-ce qu'elle apporte, quelle est sa ligne directrice. Regardez, je vous montre les 3 premiers jeux. Justement, elle est assez mise. Enfin, en gros, l'idée c'est que comme on fait des jeux initiés, l'idée c'est d'arriver à apporter dans des petites boîtes à des prix réduits, donc à 15 € en boutique, arriver à apporter l'intensité, la profondeur de jeu d'un jeu initié. Ouais. Donc forcément, c'est surprenant, c'est quand tu ouvres cette petite boîte, dedans tu as des règles. Il faut être habitué pour pouvoir les lire et comprendre enfin forcément les règles, il y a toujours dans le média du jeu il y a ce palier des règles de jeu à lire et à comprendre, donc forcément quand on arrive dans un jeu initié, si t'as pas l'habitude, il faut prendre le temps de les lire et il faut s'habituer à ça. Donc en gros l'idée c'est que on a toujours des jeux initiés et que cette gamme en plus, donc c'est des jeux initiés forcément qui jouent très bien à deux. Donc quand vous achetez ça, vous aurez un jeu à deux qui tourne très très bien. Et après derrière, on peut se permettre des choses un peu plus différentes comme Strange World qui fonctionnait de 1 à 4, qui fonctionne de 1 à 4. Mais à 2, le jeu a été fait pour 2 à la base. Et puis après derrière, quand tu le développes, tu te rends compte que tu peux aller au-delà, on va pas se priver, on va pas se dire non, on avait dit que 2, on va faire que 2. Ouais. Le jeu le permet, quoi. Donc en fait ça c'est sorti en octobre 2024. Ça, tu en es l'auteur de celui-ci. Ouais, donc je suis l'auteur. Alors, il y en a 2 autres qui sont pas là, mais qui... c'est Golden Crash et 5 Royaumes, ouais. Donc les 2 premiers qui étaient sortis, le premier par la team Kaedama, le deuxième c'était toi, non, l'auteur ? Le deuxième c'était moi, effectivement, avec Jean-Marie Minguez aux illustrations, et le premier c'était Valérie Olé et Camille Chaussy aux illustrations. Ouais. Là, donc Strange World, c'est avec Valériane encore aussi, Olé à l'illustration. Ensuite, on a eu en début d'année, on a eu Mythic Arena de Corentin Lebras, Jonathan Favre-Godal et illustré par Simon Caruso. Et enfin, là, cette année, en fin d'année, on a la sortie de celui-ci, c'est Jérémy Belzon avec l'Occiput Tattoo, donc c'est un tatoueur de Grenoblois qui a illustré le jeu. Et là, on a un jeu d'affrontement, un battle line avec du deck building et du management de main qui est vraiment chouette, tendu et ultra agressif. Donc, alors, on va faire un micro-pitch très rapide sur chacun des jeux, parce que je vous lance les votes, je vais lancer les 3 à peu près en même temps. Donc, Strange World, la construction de tableaux avec un univers... c'est du draft, construction de tableaux, c'est un univers un peu onirique, très beau, très chatoyant, très coloré, pour un jeu qui est assez méchant au final. Le jeu fonctionne comme une sorte d'entonnoir. Au début, vous placez vos cartes un peu comme vous voulez, vous êtes un peu tranquille. Mais comme il y a plein de contraintes qui vont s'imposer à vous, et plus ça va aller, plus vous allez avoir des choix très difficiles à faire sur où placer vos cartes pour pas que ça vous pourrisse votre tableau et vous perdez vos points. Donc, et le draft, c'est un draft assez serré de 3 cartes qui fait que vous envoyez forcément des choses méchantes aux gens. Donc, vous regardez un peu, il faut analyser le tableau des autres et vous allez leur dire je vais t'envoyer ça et tu vois, débrouille-toi pour le placer maintenant. Et c'est ce qui fait le plaisir de ce jeu, c'est que t'as pas mal de frustration, mais qui est aussi le plaisir de se dire j'ai construit un super monde et je m'en suis mieux sorti que les autres parce qu'à la fin je marque plus de points que les autres. Donc voilà pour Strange World. Mythic Arena, c'est un jeu d'affrontement où on construit un tableau, mais on construit un tableau commun et on va poser des cartes. Donc on a des decks qui sont symétriques. Il y en a qui jouent le panthéon grec et l'autre le panthéon nordique. Ouais. Mais l'idée c'est d'arriver à mieux gérer ta pose que l'autre. Donc en fait, tu tires une carte, tu la regardes, si elle te plaît pas, tu la mets dans ta défausse, t'en pioches une autre, ça va t'être obligé de la poser. Et quand tu la poses, tu vas la poser à côté d'une carte déjà mise en place. Si ta valeur de force est plus grosse, tu vas pouvoir lui prendre sa carte. Donc en fait, tu vas faire des alignements de ton panthéon qui vont te rapporter des points en plus. Il y a plein d'effets sur les cartes, des effets de pause, des effets de pioche, qui font que ça vraiment rend le jeu dynamique, il y a des retournements de situation, il y a des trucs un peu jouissifs du genre j'ai fait ça fait un combo, ça fait ça, c'est très cool. Et à la fin, celui qui a le plus d'allégeance visible gagne également un bonus de points qui peut retourner la partie. Donc rien n'est jamais gagné sur Mythic Arena et le jeu est facile à prendre en main, mais il y a une profondeur de jeu qui est assez importante. Et Bloody Grove, comme je vous ai dit, donc un battle line avec du deck building et de la gestion de main. Et là, on est sur quelque chose d'assez agressif avec du bluff. Je montre les autres boîtes, mais c'est les petits d'autres boîtes, donc il n'y a pas de place de mettre grand chose dessus. Tu dis un battle line. Battle line, Mais tu me fais envie, en fait. J'adore ce jeu, Battle Line Shot on Totten. Oui, voilà, c'est ça. T'as 3 boards et ton but c'est de gagner, donc tu vas te mettre voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu gagnes une ligne, tu vas t'affaiblir, c'est-à-dire que tu vas gagner, tu vas invoquer un grand ancien qui va prendre la place d'une de tes cartes. Donc en fait, ton système de jeu il va monter en puissance puis il va un peu descendre, mais tu vas marquer des points pour la fin. Donc il va falloir toujours essayer de te dire là attention, qu'est-ce que j'arrive comme carte, qu'est-ce que je fais, il y a toujours des choix dans le jeu et c'est vraiment très chouette. Et il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. C'est pour ça que j'en avais pas entendu parler. Non, voilà.
Bloody Grove, parce que j'ai lancé... Non, j'ai pas lancé le vote. Vous pouvez voter pour ces différents jeux, ça nous donne des indications, et puis surtout, vous les connaissez peut-être, alors moins, Bloody Grove. Bah oui, il arrive là. Mais en plus, on a des druides, on s'en transforme en ours, on s'en transforme en aigle, en renard, c'est ultra chouette. Tu m'as convaincu. J'ai un problème de batterie sur ma vidéo, il va falloir que je change de batterie. J'envoie un message si Aline nous écoute. D'aller me chercher une des batteries du chalet, éventuellement, parce que... ou alors j'ai oublié de l'allumer, je ne sais pas. Pourtant, j'ai allumé. Non, tu l'as allumé, la batterie, ouais. Et la ploup. Non, bah, alors tu sais, il y a un truc bête, c'est que des fois, l'émission d'avant, j'oublie d'éteindre l'appareil. Comme il est au plafond, et du coup, ça vide complètement la batterie. Quand je reviens, je m'en souviens pas. Il va falloir que je remonte sur la table. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout de suite? Non, je vais attendre de récupérer une des batteries du chalet. Non, donc en fait l'idée c'était donc c'est une adaptation de Nidavellir dans l'univers de la bande dessinée de nains, aux éditions Soleil, et ça nous permettait du coup de retravailler sur l'univers du deck building, enfin du coin building de Serge. Donc c'était un prototype qu'on avait depuis des années et qu'on attendait pour voir ce qu'on pouvait, comment on allait faire. Est-ce qu'on allait faire un stand-alone sur Nidavellir, une suite, et quand on a eu la proposition de pouvoir avoir cette licence, et ben comme c'était quelque chose qui tenait vraiment, que Serge adorait et aurait voulu le voir, on s'est lancé dedans pour le faire. Et donc c'est un super jeu, on est très content d'avoir pu retravailler le coin building sur le prototype de Serge et l'adapter à nain. Voilà. Mais qui n'est pas juste un reskin, hein. C'est pas vraiment... tout a été refait, c'est la même mécanique. C'est la même mécanique de pose de pièces et de coin building. Par contre, vous avez derrière, vous avez 5 nouvel ordres, qui ont 5 fonctionnaires différents, et il y a un 6e ordre transversal. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme particularité, tous les héros, en fait, normalement, dans Nidavellir, vous avez 2 héros par classe, et ben là, il y a des classes qui ont 3 héros, d'autres qui n'ont que 2. Il y a plein de choses différentes. Vraiment, les sessions de jeu sont très différentes, avec un coin building qui est toujours là. Et par contre, on a bien fait attention de garder, comme vous savez, on avait fait les trésors royaux de luxe. Et en fait, tous les fans de Nidavellir ont leur trésor royaux de luxe avec des pièces en jetons de poker. Et là, ça marche avec. Et ben, ça marche avec parce qu'on a gardé le fait de se dire, on garde le même trésor royal, comme ça, ils pourront jouer avec leur trésor royal de luxe sur Nidavellir et nain. Aline qui nous rajoute le tableau. C'est vrai que ça manquait là, vraiment, j'avais l'impression qu'il manquait un truc dans cette émission, mais là. Je ne vais pas venir, mais puisqu'on m'appelle. Vous pouvez parler du magazine. Oui, on parlera du magazine. Et effectivement, on a fait le Magazine, donc c'est un webzine téléchargeable sur notre site internet où vous avez une histoire de nains, vous avez un gros plan sur nains et sur les différences. Et il y a également normalement la variante qui permet de jouer à nains et Nidavellir mélangés. Dans le magazine ? Dans le magazine, oui. Alors je regarde. Voilà, c'est là. Bon, crac. On l'a mis sur l'article qui accompagnera le replay de cette vidéo, donc vous pourrez regarder, cliquer directement, le télécharger. Ça, c'est un truc qui vous fait plaisir, j'ai l'impression, le magazine. Il y a un objectif par rapport à ça, ou c'est vraiment d'abord le plaisir de l'équipe de pouvoir sortir régulièrement sa communication personnelle et puis. Moi, je suis un vieux gars. Moi, je suis un vieux gars, et en fait, je sais pas si. Je suis attaché à l'écrit, et en fait, quand j'étais un enfant... T'es quand même l'un des vieux les plus jeunes autour de cette table. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'ai plus de cheveux. Et en fait, l'idée, c'est quand j'étais gosse, je sais pas vous, mais quand on achetait par exemple un jeu de console ou un truc comme ça, il y avait toujours un livret avec plein de lore, plein d'histoires dedans, et j'adorais passer des heures à lire ça et à les relire encore une fois. C'est vrai qu'il n'y a plus ça, on télécharge maintenant, on n'a rien. Et j'adore quand j'achète un jeu à avoir une histoire derrière. Donc en fait, par exemple, quand on a fait Nidavellir, le point Nidavellir, il y avait la règle, et il y avait 10 pages de lore et d'explications sur tous les personnages et leur histoire. Donc enfin ouais, moi franchement j'adore ça. Je trouve que plus on peut aller loin quand on aime un jeu, quand je joue à un film que j'adore, et ben je vais directement sur internet et je tape pour essayer de tout comprendre, les histoires derrière la création, qui a fait le scénario, pourquoi ça a été fait ça. J'adore découvrir ça parce que ça me passionne, et je trouve que si on peut se permettre de le faire en écrivant des choses en plus et que ça peut intéresser les gens, même s'ils sont pas nombreux, ben ça me va, moi. Et puis ça va avec développer un univers. C'est totalement cohérent. D'ailleurs, si vous l'avez pas dans votre boîte de Nidavellir, il est aussi en téléchargement sur le site où vous pouvez avoir les histoires de Nidavellir, justement. Je sais plus comment on avait noté ça, mais... Mais c'est extrêmement frustrant parce que moi je comprends. Les légendes, pardon.
je comprends complètement que vous fassiez ça. Moi, j'adore ça, je trouve ça génial. Et je suis comme toi. Moi, quand j'étais gamin, à l'époque, tu avais les magazines de jeux vidéo. J'avais pas forcément les moyens d'avoir les jeux vidéo C'est ça. Moi, j'avais pas la console, j'avais pas les jeux vidéo, mais de temps en temps, j'achetais un magazine de jeux vidéo. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait sur les jeux de plateforme, il y avait tous les. Parfois, il y avait un déroulé de la plateforme. Et moi, je regardais. Ah, c'est chouette. Ah, on peut monter là, c'est super. Et je pouvais pas jouer. Et en fait, l'écrit, je trouve ça crée à la fois de l'attente, de la découverte, ça valorise ce que l'on a fait. Et je sais pas si c'est dû, en fait c'est con, hein, mais j'espère que c'est dû, mais on sait jamais vraiment parce que les gens disent tellement peu, ont tellement peu de temps, ont tellement de loisirs. De toute façon, il y a un moment donné, quand sur ce genre d'initiative qui est très chouette, en plus c'est qualitatif, si tu te poses la question de la rentabilité, tu le fais pas. Et heureusement qu'on fait plein de choses sans jamais se poser la question de la rentabilité, parce que sinon on ferait rien en fait. Mais ça nous a servi pas mal à l'export aussi. On les a traduits en interne. Et nos partenaires export, en fait, ça leur faisait aussi de la matière pour faire, pour faire la communication dessus et tout ça. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, après, pour être franc, avant on le faisait quasi tous les mois. Après, maintenant, là, on est passé à 1 ou 2 par an. Et là, cette année, on n'a pas refait. On va voir. Il faut aussi maintenant, on se dit que c'est une somme de boulot. C'est une somme de boulot. Et puis en plus, il faut que aussi les projets s'y prêtent vraiment. Alors là, maintenant, on est passé au carnet un peu d'auteurs qu'on met sur notre Insta et sur nos réseaux. C'est bien, mais c'est difficile à retrouver. Donc je pense que de temps en temps, une fois qu'on a un petit paquet, on va faire une somme et on va le remettre en magazine un peu plus augmenté, avec plus d'images, plus de texte, pour que ça ait vraiment de la valeur et qu'on le garde. En fait, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir tout réunir dans quelque chose de bien fait plutôt que d'acheter sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien, mais on retrouve plus rien à la fin, c'est du lu, jeté direct. On est d'accord. Il faut trouver comment. C'est un vrai casse-tête. Ça. En même temps, il y a plein de choses qu'il vaut mieux jeter direct. Hein. Ouais, mais bon. je parle des réseaux. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Moi, je me creuse la tête comment on fait maintenant pour reproposer du contenu, parce que le problème, c'est qu'on est dans une époque aussi où les sites internet ne sont plus consultés. On a eu toute cette période dans laquelle on avait des bateaux-mers, dans lesquels on allait pour se retrouver. Et aujourd'hui, tu sais, il reste BGG quand même, mais c'est anglais. Donc, mais alors BGG en fait, c'est un tel fouillis que pour trouver les informations qui t'intéressent, c'est quand même pas simple. Hein. Il faut être initié là aussi. Hein. Il faut être très initié, effectivement. Et bon, voilà. Oui, danser sur la table. Je vous lis, je vous vois. Je vais vous faire voter pour Nain également, puisque je ne vous l'ai pas encore proposé. Il y a combien de jeux dans la gamme Nidavellir ? Vous avez le chiffre ? Alors, t'as Nidavellir. Combien de jeux vendus ou combien de jeux faits ? Donc, t'as Nidavellir, t'as. Nous après. Nidavellir, t'as Singvellir, t'as Idavol, c'est les 2 extensions. Ensuite, t'as eu Nain. T'as Troc qui va arriver dans l'univers. Toujours dans l'univers Nidavellir, vous savez, on avait fait les petits. Les petites artbox qui permettaient en fait de modifier un peu. L'idée c'était d'avoir 5 illustrateurs qui reprenaient les nains de base de Nidavellir et qui les proposaient en fait dans leur réinterprétation et ça permet de varier un peu le style graphique de vos jeux si vous voulez. Donc on avait plein d'artistes super bien. On a Satoshi Matsura qui refait les mineurs. Satoshi Matsura il est assez connu, il a fait des trucs comme Hidden Leader, il a fait il a fait un autre jeu chez Studio H. Bon bref, quand vous avez ce style, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment fort. Harry Conway, c'est un Irlandais, si je me trompe pas. Il a fait des super jeux, il fait beaucoup de Kickstarter, mais il a un style graphique très marqué. Il y a Amy Black Sheep, donc c'est une des tatoueuses de Grenoble avec qui on travaille, qui est dans le même studio que l'Occiput, qui a travaillé sur Bloody Grove et que Cowboy, qui a travaillé sur Antise. Il y a Jean-Marie Minguez qui a refait Les Guerriers et Guy Pascal Vallée qui a fait Les Explorateurs. Alors voilà, Guy Pascal c'est vraiment ce qu'il propose, c'est fou quoi, c'est tellement c'est beau. Allez voir sur notre site internet, il y a toutes les images, il y a tout, mais vraiment c'était un plaisir de travailler avec ces grands artistes. Et alors le chat est au taquet parce que Almost Innocent, l'autre jeu illustré. Oui, tout à fait. Et Vivarium, effectivement, tout à fait. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont internet. Hein. Donc voilà. Donc là, on finit l'année 2024 et puis on va attaquer 2025. C'est ça. 2025. Ouais, c'est ça. On a attaqué 2025 avec Antise.
Antise. Alors ça a marqué les gens. Je pense que là, vous connaissez forcément Antise. On en a tellement parlé de toute façon que vous ne pouviez pas passer à côté de ce jeu-là, qui crée une ambiance de dingo. Dany, donc du coup, Dany, on le connaît, c'est votre premier jeu. Ouais, mais c'est ça. C'était juste pour montrer même gamme. C'était une boîte carrée, hein, Dany, au départ. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis là, donc on l'a mis en rectangle et ça marche. En fait, ça a permis, je pense, plus de visibilité aussi en boutique, ouais, complètement, ouais. Pardon, je suis désolé, je suis nul. Hein. Oui. Non. Ouais. je suis nul. Antise. Alors, un petit mot sur... Donc, Dany, effectivement, c'est un jeu d'observation d'image. Vous m'avez dit hier que c'est un gros succès à l'international. Aussi, ouais. En fait, on en vend dans 15 pays différents. Ils se vendent toujours très bien en France. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre petit evergreen... on a la chance d'avoir une idée à Vélière, d'avoir Dany qui nous permettent une assise. Il y a 2 auteurs sur Dany. Ouais, c'est Phil Viscaro. Alors, c'est Phil Viscaro et Antoine Baillargeau. Antoine Baillargeau, c'est l'illustrateur également, mais il est co-auteur de ce jeu parce qu'en fait, Phil a créé le jeu sur ses illustrations. Donc en fait, et Antise, donc c'est Marc-Antoine Doyon et Damien Fakulska, Monsieur Damien sur les réseaux, et donc illustré par Cowboy Tattoo. C'est une sorte de cache-cache dans le noir avec des gages, et le fait que ce soit dans le noir, ça permet aux gens de plus se lâcher et de faire des choses un peu bizarres, et ça crée de la peur, ça crée des rires nerveux, ça crée une ambiance de folie, et c'est toujours très chouette en fait. Avec plein d'histoires qui se racontent autour, parce que là vous avez fait Halloween, il était sorti l'année dernière. Il est sorti en février, il est sorti en janvier, de cette année, donc c'est son premier Halloween. C'est ça. Et c'est un jeu qui va avoir un marqueur temporel autour d'Halloween chaque année. Oui, on va essayer de faire ça, bien sûr. Après, ce qui était chouette aussi, c'est qu'à Cannes, on s'est lâché, on avait un deuxième stand, on avait recréé un appartement pour faire jouer les parties d'Antise. On a fait jouer, on faisait plus de 100 personnes par jour. Plus de 100 personnes par jour, on faisait plus de 10 parties, c'était vraiment très chouette. Et voilà, c'était très cool, on se marre quand on fait des trucs. Pour celui-ci, surtout, il n'y a pas tellement d'équivalent actuellement. Des jeux de groupe comme ça, on en connaît quelques-uns avec les loups-garous et tout ça, mais on n'est pas du tout dans cette catégorie en fait, c'est complètement différent. Ouais, et en fait, tu restes pas assis autour d'une table, quoi. Tu vas te promener dans le lieu, tu vas faire des choses, t'es vraiment un acteur moteur du jeu, quoi. Donc, puis donc il se passe toujours plein de choses, c'est vraiment un chouette. On est très content d'avoir que les auteurs nous aient fait confiance et qu'on ait pu travailler sur ce super jeu. On continue, on est en 2025. Ouais, donc ça. Donc Mythic Arena aussi, mais mon Mythic Arena, on vient d'en parler. Après, on a eu l'extension Synchro. Synchro, c'était un jeu on était venu te le présenter. On était avec Thomas Favrelière, justement. Et en fait, donc Synchro, c'est le jeu où on va essayer de synchroniser en équipe pour battre des monstres. Donc à chaque tour, tu vas avoir un alignement d'une pyramide de monstres et tu vas devoir poser des cartes sur les monstres face cachée. Et puis après, on révèle et on voit si on les a tués ou pas. Donc il faut arriver à bien s'équilibrer là-dessus. Et on a fait une extension. Donc là, c'était chapitre 1, chapitre 2. Ça, c'est le chapitre 3 qui est en fait une quête annexe qui peut jouer soit après le chapitre 1. Là. Tiens, cool. J'aime bien le format de la boîte, c'est rigolo. Et en fait, je vais essayer de c'est pas le booster. Parce qu'on a vu beaucoup des boosters d'extension ces derniers temps, mais on n'en est pas si loin en fait dans la boîte qui s'ouvre. Et en fait, je vais essayer de pas spoiler, mais du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, on a travaillé les personnages, on a mis un foil. Il y a un effet surprise dans ce jeu. J'adore ça. Ouais, du coup, pas trop que je vous montre parce qu'en fait, voilà. Mais il y a un effet foil fond qui est vraiment très chouette. Et donc voilà, donc toutes les cartes sont un peu comme ça, et il y a plein d'effets différents. Ça, c'est un défi techniquement, ou alors les usines vous accompagnent beaucoup sur la création de ce type de cartes? Non, en fait, moi je voulais un truc brillant, j'aurais demandé, ils m'ont proposé toutes les versions possibles, et après derrière, on discute avec eux, on discute avec eux sur les possibilités, et puis voilà, ça se passe comme ça, et ça se passe bien. Et regardez là un peu, j'adore celle-là. J'ai l'impression que tu me racontes, je suis allé dans une bijouterie, puis j'ai demandé, je voudrais un truc qui brille un peu. Vous avez. Ah là, ça fait penser. Tu sais, moi quand j'étais petit, j'avais mes cartes Panini Ghostbusters que je collais dans mon carnet et ils étaient foils comme ça et ça me rend fou. À chaque fois que je vois ça, je suis taré. Bruno, je t'entends tousser, j'ai laissé l'eau très loin de toi. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Non, je te remercie, ça va. L'eau ne fera pas grand-chose Il y a un mic qui fait une blague assez rigolote, je trouve. Il dit faut pas spoiler. Mais on peut foiler. Ça c'est très drôle. Donc voilà. Donc ouais, non, et en fait celui-là il est. Et donc en fait, alors ce qui est bien, c'est que Synchro,
Il y a vraiment une montée en puissance et une montée en difficulté au fur et à mesure du jeu. Mais là, les chapitres 3, vous allez vous amuser. Vous allez voir, vous vouliez de la difficulté, on a mis de la difficulté. Donc c'est hyper intéressant. Il y a une vraie, comment ça s'appelle ? Il y a un vrai challenge à battre ces nouveaux monstres. Et j'espère que vous allez vous régaler. Voilà pour Synchro. Donc ça, c'était une extension d'un jeu qui existait déjà. Ouais. On n'a pas parlé de suite. Ça va arriver, ça arrive maintenant là. Mais je crois que ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. Vous nous avez ramené carrément le. Bah oui, c'était pour montrer que c'est joli, regarde. Alors ça, c'est ce que les boutiques peuvent acheter. Non, mais c'est malin, hein. Parce Ouais. que c'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment les situer. Les petites boîtes comme ça, il y en a beaucoup, des petites boîtes. Là, vous avez le packaging, le carton, il s'ouvre. C'est ça. Ça permet de faire ça, ouais. En fait, ça arrive fermé aux boutiques. Les boutiques ont juste à l'ouvrir et à replier le petit battant. Et puis derrière, elles peuvent mettre ça sur le comptoir ou sur la zone de vente. Donc ça, c'est sorti cette année. C'est sorti en septembre. Donc, Tout petit jeu avec de la mémoire à l'intérieur, si je me trompe pas. Tout à fait. Pas, hein. C'est le jeu de Gauthier Descotreaux et Anthony Martin, illustré par Crocotam. Et donc, c'est un jeu qui mélange un petit peu le côté memory et le côté stop ou encore. Donc ça marche. Ce qui est bien, c'est que ce qui nous manquait, nous, vraiment, c'était un jeu familial tout-terrain qui pouvait jouer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et souvent, nous, on voyait... quand on jouait avec quand les gens nous demandaient ce qu'on faisait et qu'on leur montrait nos jeux, et ben comme c'est des jeux initiés, c'est compliqué qu'ils puissent vraiment se faire plaisir à jouer à nos jeux et à se dire voilà. Et en fait, on s'est toujours dit, si on trouve un jeu évident qui nous marque, qui nous permet de jouer avec eux et de leur montrer ce qu'on fait comme travail, et ben c'est ce qu'on voit. Et en fait, ils nous ont proposé ce jeu-là et ça a été un coup de cœur fabuleux. Et on l'a fait jouer à tout le monde et du coup ça nous permet de jouer avec nos parents, jouer avec et c'est vraiment très chouette. Enfin, ce jeu c'est vraiment vrai que ça fait un peu un petit bonbon et la boîte, le packaging, vidéo, on va montrer. C'est magnifique, hein. Très très chouette cette boîte. Elle donne vraiment envie de jouer directement. C'est important, le boitage, le packaging, c'est essentiel. Le format correspond au jeu. Oui, et donc il y a des super cartes, il y a des cartes spéciales, il y a des cartes miel. Si on arrive à faire, en fait, ce qui est pas mal, c'est un jeu memory certes. Tu peux gagner en faisant une suite. Donc l'idée c'est d'arriver à réunir une suite complète de 1 à 8. Mais par contre, tu peux gagner en instantané si tu arrives à arriver les 4 cartes miel. Donc ça c'est le petit côté de genre ok, je suis perdu à la course à la suite, je suis dans le vague, mais par contre comme je connais les cartes miel et je les ai vu retourner, parce que les gens retournent des cartes et puis si jamais ils perdent, ils les remettent face cachée, tu peux aller checker les cartes miel, les récupérer et gagner la partie avec les 4 cartes. Et donc voilà, et puis t'as tes petites cartes spéciales qui sont hyper fortes et qui vont arriver, qui vont t'aider, et t'as envie de les avoir parce qu'elles t'aident beaucoup, mais en même temps t'as plutôt envie de récupérer des cartes de la suite pour gagner la partie, il y a toujours des petits choix. Donc ça reste très malin, mais très accessible avec des règles qui s'expliquent en 2 secondes. Donc voilà. Oui, et du coup, c'est un memory, donc il y en a plein qui vont se dire oui, mais un memory avec les enfants, ils sont trop forts, les enfants au memory. Ouais. Mais en fait, il y a un stop ou encore. Et les enfants au stop ou encore, ils savent pas s'arrêter. Bon, il y a des adultes aussi, hein, mais c'est là-dessus que du coup, ça rééquilibre un peu la chose et que du coup, c'est vraiment intergénérationnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais la dire, mais je l'ai dit. Et du coup, c'est vrai que ça marche vraiment bien là-dessus. Ouais, t'as trop raison. Donc voilà. Notre petit vous devez le connaître celui-là parce qu'on en a déjà parlé pas mal depuis la rentrée, donc normalement vous l'avez vu passer. Notre petit bonbon à offrir à Noël, impeccable. Et on arrive là sur Salamandra, je crois. Hein. Et oui. Sur Salamandra. En fait, vous aviez une belle actualité sur ces 2 années. On a fait des belles. En fait, alors, il y a 2 choses aussi. C'est des fois parce que c'est prévu que ça sorte comme ça, et puis des fois, c'est parce qu'il y a des projets qui se décalent. Et Salamandra, c'est un des projets qui s'est décalé aussi, pas mal de fois. Ouais, bon, raisonnablement, je trouve encore. Hein, Ouais, pour nous, c'était des gros décalages. D'accord, coup, ok. Ouais. En fait, nous, en général... Je n'ai pas été choqué. Non. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand j'essaye d'être le plus... on essaie d'être le plus précis possible quand on signe un jeu sur le délai de sortie, etc. Et j'avoue que Salamandra, Pierre Giroux et Johan Goupy ont été hyper patients et très réactifs aussi, parce qu'en fait, c'est un jeu qui s'est développé sur 3-4 ans.
au final. Oui, mais je trouve que c'est pour le bien, je te coupe, mais parce que effectivement ça a été long, mais ça nous a permis de faire des campagnes de retravail, je sais pas si ça se dit, mais vraiment, parce que si j'explique comment ça s'est passé, le début au niveau de l'édition, pas le concept du jeu, on pourra en parler aussi, mais en fait on avait un jeu en développement avec Pierre qui était plutôt sur on va dire les 90% qui nous semblaient éditables, et c'est là où tu m'avais dit, tiens, est-ce que t'as pas un jeu dans la continuité? Je dis, bah j'ai ça, mais c'est pas fini. Tu m'as dit, montre-moi quand même, quoi. Du coup on vous a montré, et en fait vous vous êtes positionné immédiatement, et donc nous du coup on a fini ce développement. Après dans les problèmes calendaires, il se passe que du coup le jeu a été mis en dormance pendant un temps, puis après Flo est revenu avec en fait une envie de retravail pour pouvoir positionner le jeu dans un sens, et on a fait cette première phase là, et en fait on l'a fait 3 fois, et à chaque fois ça a permis au jeu de passer un cap, après de coller jusqu'à la thématique, etc. Donc pour moi en fait, je vis pas ça comme c'est signé, on veut que ça sorte demain matin, parce que là il y avait de la matière à remettre sur la table à chaque fois, et le jeu passait à chaque fois à un niveau supérieur, donc pour nous en fait c'était presque intéressant d'avoir une maturation, laisser reposer, reprendre le travail, laisser reposer pour le travail. Donc moi j'ai pas vécu ça comme une longueur, hein. Ok. Et Nous non plus, hein, juste. Non, mais c'est bien, se donner du temps aussi, je trouve que c'est une richesse et un plaisir aussi au niveau créatif, parce que les échéances, c'est bien, ça force les gens à finir les choses. Je trouve ça très bien d'avoir des échéances, mais parfois les échéances trop fixes, pardon Bruno. Non, mais au niveau créatif, il y a un truc que moi j'ai déjà remarqué dans plein de projets en fait. C'est quasiment d'ailleurs dans tous les projets, c'est que de toute façon, au moment où un jeu est signé et au moment où le travail éditorial commence, il se passe généralement plusieurs mois, si ce n'est une année, entre guillemets. Et quand toi-même, tu reprends un jeu sur lequel tu es persuadé que tout est terminé, et ainsi de suite, régulièrement, le fait d'avoir posé le truc et d'avoir fait autre chose pendant plusieurs mois, tu réenvisages les choses avec un esprit frais, et tu vois des choses que tu n'étais plus capable de voir à un moment donné, et donc du coup c'est précieux à chaque fois. Et ces boucles itératives comme ça, finalement elles peuvent amener que du mieux. Oui. C'est un peu, je vais faire une analogie qui peut paraître bizarre, mais c'est un peu comme les mots croisés. Tu fais des mots croisés par exemple, et il y a un moment donné où tu dis j'ai jamais y arrivé, là de toute façon j'ai tout exploré, je suis coincé. Et puis tu pars faire autre chose. Et le lendemain matin, tu les reprends, et en fait, tous les mots que tu n'imaginais même pas, en fait, d'un seul coup, ça sort tout d'un coup. Et au niveau du game design, c'est pareil. Ouais. Tout à fait d'accord. Et du coup, c'est pour moi, je crois, du coup, elle m'a mis le stop au du coup, et du coup, j'ai envie de dire du coup. Alors, pardon, mais c'est... ça n'a aucune importance. Hein. Vous savez que faire des émissions, c'est pas facile du tout, et si on fait attention à chaque mot qu'on dit, on dit plus rien. C'est ça. Bon, et en tout cas, Salamandra, donc c'est un super projet, on est hyper content. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4, illustré par Camille Chaussy. Oui. Et effectivement, c'est dans la gamme donc Nidavellir, Roa, dans le sens où c'est des jeux initiés avec du matériel, ça tient de la place sur la table, on vit des choses importantes. L'idée, le parti pris, ça a été, je crois qu'aussi on a beaucoup tourné autour du thème, que l'évolution du thème, en fait, il y a eu, je vous avais proposé 5 peut-être versions différentes du thème, de tout ça, des possibilités de comment nommer les ressources, mais au final, il y en a eu une dizaine qu'on discutait avec Céline à chaque fois, parce que, et on s'est arrêté sur le fait de se dire que la puissance mécanique de Salamandra était tellement importante, ce pose d'ouvrier définitive, ces activations en chaîne, qu'il fallait juste un thème qui le soutienne sans non plus trop le submerger tout ça. Oui, surtout donc, que j'ajoute à ton déroulé qu'en plus, par rapport à la problématique de la thématique, il fallait trouver quelque chose qui explique pourquoi les ressources étaient éphémères. Ouais. Parce que dans Salamandra, une ressource, tu vas l'acquérir, mais elle disparaît tout de suite. Donc il faut l'utiliser instantanément. Donc il y avait aussi cette contrainte-là qui était importante. Et en fait, moi, quand je me suis dit éphémère, je m'étais dit, il faut que tes ressources, ça soit des ressources qui soient... comment ça, non palpable, ouais. Ah oui. Donc en fait on a pensé au début à des choses comme de l'énergie, si on avait pris peut-être du feu, voilà, et en fait des choses non palpables, et en fait c'est très compliqué parce que les gens du coup ne mémorisaient pas ces entités non palpables, et du coup il a fallu les rendre en fait palpables au final, malgré le côté éphémère. Donc on est parti sur des denrées périssables, des fruits magiques, des feuilles magiques qui, dès que tu les cueilles, tu les enlèves de leur zone et elles se détruisent en fait, parce qu'elles sont plus alimentées. Je sais pas si tu réagis aux commentaires, parce que j'en ai vu passer, y compris sur notre chaîne, parce que Pénélope a parlé du thème notamment, donc j'ai l'impression que tu réagis à ça aussi en le défendant. Je voudrais juste dire un truc juste avant, c'est que
Pénélope par exemple qui nous parle du thème de Salamandra en disant moi je me reconnais pas dans ces thèmes-là, je pense pas que ça soit une critique de votre travail du tout, faut pas le prendre comme ça. Elle nous évoque son avis à elle et son envie d'avoir d'autres thématiques. Elle a le droit de le faire, mais parce que je la connais bien, c'est pour ça que je dis ça. Je l'ai pas du tout vécu comme une critique parce que derrière il y a aussi un public, c'est aussi un produit qui s'adresse à des personnes derrière, et on comprend tout à fait ce que tu nous expliques. Mais moi j'aime bien expliquer aussi l'évolution des choses, parce qu'en fait après souvent les gens ils voient le produit fini, ils se disent pourquoi ils ont fait ça, mais on a réfléchi pendant 3-4 ans derrière cette évolution. C'est pour ça que il faut pas hésiter à raconter. Autre chose qu'on fait nous aussi, c'est qu'en fait effectivement on a des thématiques qui sont très européennes, druidiques, nordiques, etc. parce qu'en fait c'est notre culture. Et on peut pas nous accuser du coup de prendre des cultures des autres et qu'en fait surtout de pas savoir de quoi on parle. En fait, on parle de la culture européenne en général. Non, mais surtout, on t'accuse de rien. Non, je sais. Il n'y a pas du tout de. Alors, tu m'accuses de rien, mais je t'explique aussi parce que par exemple, on a eu cette question. C'était il y a 2 ans à Essen, un journaliste américain qui nous dit vous avez fait Nidavellir, c'est chouette, vous avez fait Roa, mais pourquoi cette thématique souvent druidique? Et là, je lui dis parce que c'est la culture européenne. Bah oui. Et voilà. Et là, il me dit. Ah ouais, trop bien en fait. Et tu vois, ça l'avait été là, mais ouais, ok, ah ouais, je comprends, ouais. Tu vois, alors peut-être qu'un jour on fera un jeu sur les cow-boys, mais. Bah non, mais peut-être, mais tu vois, mais je suis pas dans, c'est pas mon truc, donc peut-être qu'il y aura un jeu qui nécessitera un thème particulier, mais à ce moment-là, on verra, on essaiera peut-être de se renseigner, d'avoir un document qui nous permet de nous dire, on s'est renseigné sur cette thématique, on peut se permettre d'en parler, on a quelqu'un qui appuie les dires de ce qu'on fait, voilà. Oui, mais ça c'est aussi le paradoxe des réseaux sociaux, des gens qui donnent leur avis, avoir un avis sur tout, c'est pas être un juge de tout, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et il n'y a eu aucune critique, en tout cas, sur les thématiques de Salamandra. Si ça peut te rassurer, c'est expliquer les choses. Ah, c'est européen, c'est même grenoblois, là, pour le coup, parce que, en fait, Pierre Giraud et Johan sont grenoblois, Camille est grenobloise, et les salamandres sont grenoblois. Les salamandres sont grenoblois. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en balade, effectivement. Non, mais les gens le savent pas, mais le club de foot de Grenoble s'appelle les Salamandres. Ah ouais, d'accord. Absolument pas, mais... Qu'est-ce qu'il invente? Dire les choses avec aplomb, généralement, et ça marche. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été assez haut classés, du coup j'ai pas de... C'est pour ça. J'ai pas de mémoire de comment ils s'appellent. Les salamandres. Mais j'aime plutôt bien moi cette légende de la salamandre, tout ce que cela évoque derrière. Ça fait partie des trucs où j'ai envie de me renseigner derrière en me disant c'est quoi à l'origine, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On voit le dos de boîte parce que la boîte est plus grande que sur Suite, donc il y a plus d'informations qui sont données, et notamment ce plateau qui se construit au fur et à mesure de la partie. Tout à fait. Et du coup, effectivement, là, le jeu démarre initialement avec Pierre qui discute et qui me parle de jeux. Pierre, il joue beaucoup à plein de jeux. C'est quelqu'un qui aime bien papillonner sur plein de jeux. Et puis, il me dit, voilà, j'ai des idées, j'ai des envies, etc. Et il me parle de plein de choses. Et à un moment donné, dans la discussion, il me dit, on pourrait faire un jeu de pose d'ouvriers définitive, où on les récupère pas. Et je fais, top. Et ça, c'est une idée de jeu, ça. Et donc, du coup, tout de suite, on arrive à démarrer sur ce truc-là, et finalement, ça a alimenté quelque chose qu'on n'avait pas vraiment fait. C'est-à-dire que souvent, on joue à des poses d'ouvriers et on sait, en fait, un peu comme le deck building où tu sais comment ça fonctionne. Et on s'est dit, ça donne une sensation assez intéressante. Et en fait, on a construit le jeu autour de cette mécanique-là, et c'est vraiment ce qui nous permet après, avec ces histoires de tu poses ton ouvrier. Et tu vas le retourner au fur et à mesure des manches. C'est ce qui va donner la sensation dans Salamandra qui va être vraiment différenciante. Tout à fait. Voilà pour ce chouette jeu qu'on a joué. On a fait une petite partie, on va pouvoir vous la diffuser, j'en suis ravi également. Je mets ça derrière. Dans l'autre sens. Hop là. Ça vaut d'outre-tombe. C'est fou, hein. Ok. Là, on a fait le tour des jeux qui sont sortis en 2025. Ouais, 2025, et puis là, il va y avoir Troc en début d'année. En début d'année 2026. Oh, on a tellement hâte d'être en 2026. Troc, c'est un jeu dont on vous a déjà parlé sur la chaîne, mais pas forcément sous ce nom-là, puisqu'on a évoqué le développement, l'histoire de ce jeu. C'est signé par Bruno Catala et Serge Lager, l'auteur préféré de qui déjà? De Fred tout court. Je lis sur le chat vos commentaires. On nous a donné des informations d'ailleurs sur Grenoble. Grenoble, c'est pas les salamandres, ce sont les Dahus. Les Dahus à Grenoble. On tombe beaucoup sur le côté droit, c'est pour ça qu'ils ont du mal à monter. Non, on nous a dit que... Il y a les boires de loup, c'est ok. Ça glisse aussi. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il, Troc? Alors, Troc, il s'agit donc d'un jeu d'échange de cartes,
Mais il s'agit surtout d'un jeu qui est une évolution lente, finalement, du système de commerce de Mare Nostrum, qui à un moment donné a donné lieu à un jeu à part entière qui s'appelait Mundus Novus. Jeu qui a disparu depuis longtemps et que à cause de toi ici un jour au chalet il y a 2 ans, on dit 3 ans même. Souvent les gens disent grâce à moi. Ouais, mais c'est rare qu'on dise à cause de moi. Non, on avait refait une partie de Moon's et puis du coup en fait à la fois j'avais eu un plaisir énorme à y rejouer et à la fois je m'étais rendu compte à quel point le jeu avait des problématiques qui le rendaient plus un jeu d'aujourd'hui, c'était beaucoup trop long. Et aussi, en fin de compte, moi j'avais beau connaître le jeu par cœur, j'avais le nez plongé dans l'aide de jeu en permanence pour savoir qu'est-ce que je faisais de mes combinaisons à la fin. Et ça nous a donné envie, avec Serge on en a rediscuté, ça nous avait donné envie de le reprendre et de le remettre au goût du jour en fait. Et puis bon, ce travail-là a commencé et puis finalement j'ai malheureusement dû le terminer seul. Oui. Mais par contre, du coup, ça me permet d'avoir aujourd'hui une version qui est réellement dynamique, qui est réellement... en plus, elle est superbement mise en image par Jean-Marie Minguez et Pierrot, avec un coloriste, donc ce qui est quelque chose de particulier. Et là, aujourd'hui, moi, je l'ai fait tourner, parce que j'ai une boîte en avance, entre guillemets, je l'ai fait tourner sur quelques festivals. Et on a fait une partie hier dans les locaux, et en fait, systématiquement, à chaque fois, on se marre, ça fonctionne. Ça fonctionne à mort, c'est 2-4 joueurs, c'est hyper dynamique. Et en fait, je suis super ravi de porter ce projet qui, pour moi, n'est pas un jeu de plus. Ouais. J'ai la chance d'avoir une ludographie qui est relativement fournie, mais en fait, le nombre de jeux n'est pas un sujet, ça n'a pas d'importance. Et celui-là, pour moi, c'est pas un jeu de plus, c'est pour moi un jeu que je porte comme un hommage et qu'on porte tous les trois comme un hommage, et c'est ça qui est important. C'est vrai que la collaboration Bruno Catala et Serge Laget, elle est super intéressante, je trouve, parce qu'il a une façon de faire les jeux qui est quand même assez différente de toi, et on reconnaît complètement ta patte derrière dans le développement, dans les cartes, mais la mécanique de base, elle vient de Serge. Oui. Et je suis tellement ravi en fait de continuer à voir les jeux de Serge, notamment au catalogue Greux, parce qu'on a l'impression que c'est l'éditeur de Serge Laget et que vous avez une responsabilité par rapport à son œuvre. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais moi je le ressens comme ça aussi. C'est pour ça que je vous disais hier, j'adorerais voir un Mare Nostrum chez vous, un Cargo Noir, enfin tous ces jeux qui sont les grands classiques de Serge Laget. Troc vient d'arriver, va arriver puisque ça va sortir un peu après Cannes. Ouais, ça va sortir un peu. On aura Cannes en fait à Cannes, en fait moi je serai 2 heures par jour sur le stand, et puis c'est évident que je vais avoir une actualité très fournie à Cannes, mais je mets la priorité sur ce jeu-là parce que c'est Serge. Et puis parce que c'est Troc, parce que c'est chouette. Hein. Bah oui. J'ai envie qu'on refasse une partie du ballet là tout à l'heure pour que tu me dises dans 2 ans quand le jeu ressortira. C'est un peu à cause de toi, Martin, que du ballet ressort chez Quick Games. Les négos se passent ici. C'est ça. Complètement. On vous montre le dos du jeu. Alors, c'est un jeu d'échange. Il s'appelle Troc. Vous avez compris que la mécanique centrale quasiment du jeu. Un jeu d'échange dans lequel vous allez essayer de faire des combinaisons de cartes pour remporter la partie de 2 manières différentes, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une mort subite qui va arriver dans une partie sur 5-6 à peu près. Et puis sinon, ça se joue au point, enfin à l'argent en fait. Il faut avoir 50 pièces. Mais la règle, elle est hyper simple. Tu récoltes des cartes, tu les échanges à chaque tour, et tu essayes de faire des combinaisons de cartes soit toutes différentes, soit toutes identiques. Avec des cartes toutes différentes, tu récupères des améliorations, donc qui vont te permettre de booster tes tours à venir. Mais avec des cartes toutes identiques, tu fais du pognon, et tu peux en faire même beaucoup. Alors est-ce que tu fais la course à faire le plus vite possible tes 50 points, ou est-ce qu'en même temps tu gardes un œil sur le fait mais si je fais la combo magique, je gagne tout de suite, et puis voilà quoi. Et moi j'ai toujours adoré ce jeu. Alors il n'a pas eu tant de succès dans la première version. Non, mais ça a marché, mais ça a marché, mais il faut dire quelque chose aussi, c'est que c'est sorti dans la fameuse gamme, qui s'est appelée Marabunta à l'époque, avec un autre jeu qui était vachement bien d'ailleurs et qui est passé aussi à l'As, qui était un jeu de Knizia, je crois. Pas sur Knizia, mais qui s'appelait, c'était un Divinare. Oui. Et alors c'était un Brett Gilbert. Ouais, Brett Gilbert. Ouais. Je vais pas on va pas s'auto-congratuler sur Mundus Novus, mais par exemple Divinare, moi j'avais beaucoup aimé en fait, les jeux étaient vraiment bons, mais cette gamme a été boudée. Elle a été boudée parce que quand on revient aux histoires de gamme en fait, quand un éditeur sort des jeux
où le public, les boutiques, enfin je sais pas qui, etc., estiment qu'en fin de compte, il n'est pas légitime à faire ça. En fin de compte, ça a du mal à imprimer. Et en fait, c'est exactement le cas de cette gamme qui finalement a disparu aussi vite qu'elle est arrivée. Effectivement, et alors moi j'adorais ce jeu et je me rendais compte qu'il y avait une difficulté aussi peut-être par la longueur, c'était plus complexe, hein, ouais. Donc là il a été simplifié, là on a des cartes qui vont de 1 à 7, de tête ça allait de 1 à 9, enfin on a réduit le matériel, on a réduit la taille des combos, on a énormément simplifier l'accessibilité, de la compréhension de ce que tu gagnes à la fin de chaque tour. Là maintenant, une fois que je te l'ai expliqué, t'as pas besoin de plonger dans ton aide de jeu, c'est voilà. Et donc du coup, le jeu, il va plus vite, il est d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est hyper agréable. J'ai eu l'impression en y rejouant hier avec le matos final que vous voyez ici à l'écran et qui est vraiment très très chouette. J'ai eu le sentiment que là, on était sur un jeu moderne, c'est-à-dire très facile à proposer à n'importe qui. Et moi, je m'attends à ce qu'il fonctionne bien. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez le faire, d'ailleurs, on a lancé le vote, vos retours d'envie. Un truc tout simple, c'est que dans Mundus Novus, par exemple, le maître du commerce décidait de combien de cartes tu devais mettre à l'échange. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ce qui veut dire que là, quand c'est ta première partie, t'es un peu paumé. Parce que tu dis, il faut que je dise combien 1, 2, 3, 5... Donc ça amène du downtime. Là, t'as pas à te poser la question, de toute façon c'est 3, basta. Ouais. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que le jeu il va tout droit en fait. Et finalement, sans perdre en intérêt, au contraire. Et vous avez ce petit tapis aussi qui rajoute quelque chose. Il n'y avait pas ça dans Mundus Novus. Et c'est essentiel en réalité. Non, mais vraiment, c'est essentiel. Ça change tout, moi je trouve, parce que dans les jeux de cartes, parfois, quand on fait du troc notamment, c'est le bazar sur la table. Ouais. Moi, ça me perturbe un peu. Et là, d'un seul coup, t'as pas grand-chose. On me dit juste, tiens, pose des cartes à cet endroit-là. C'est pas énorme, mais ça permet de simplifier même la compréhension des joueurs autour de la table. C'est évident. On voit comment elle se situe. Bravo pour ce travail, pour ce développement. Vous avez vu les jetons en bois ? Je te laisse les commenter, Florian, parce que c'est une certaine fierté à nous parler de ton matos. Ah ouais, moi j'aime bien. En fait, l'idée c'est toujours de faire des jeux qui aussi au niveau du matériel nous plaît, en fait, qu'on aime manipuler. Donc là, on s'est fait plaisir avec des jetons en bois imprimés. C'est une technologie qu'on avait déjà mis en place dans Lockdown avec plein de plateaux imprimés. Ouais. Donc là, on a récupéré ça. Donc c'est de l'impression directement sur les jetons. C'est des jetons qui sont en plus qui sont pas tout ronds en fait, hein. Il y a des petites encoches, il y a des trucs un peu sympas qui donnent un petit peu de charme, un peu de cachet, un peu de caractère au jeu. Oui. Vous avez également le jeton maître du commerce qu'on voulait imposant, qu'on voulait bien visible pour que les gens se comprennent bien ce qui se passe autour de la table. Donc là pareil, même technologie d'impression sur un plateau, sur un pion en bois. Et puis pour les cartes, donc on a les cartes équipement illustrées par Pierrot. Et les cartes développement illustrées par Jean-Marie. Et on a Bruno Tati, qui est un coloriste de BD, qui a colorisé l'ensemble pour uniformiser. Voilà, comme ça, on a l'impression, franchement, alors que pourtant, si on regarde bien, il y a deux styles différents entre Jean-Marie et Pierrot, bien sûr, mais le fait d'avoir uniformisé les couleurs, il y a une cohérence graphique qui en ressort. Et puis, bien sûr, après, il y a aussi Valérian Nollet qui a fait le graphisme du jeu et qui est cohérent avec l'ensemble de l'univers. Elle a travaillé sur Idée à Villiers. Alors cohérent, Céline va me détester, hein, mais quand même, le pantalon pas de def. Effectivement, je vais te détester. C'est une ruine d'aménagement. Pardon. Mais donc voilà, donc on est un peu plus le bas, tu vois. On est très très content du jeu. Voilà, c'est un plaisir. Et merci à Bruno pour ça. Bah oui, c'est énorme. De toute façon, ça a tout tombé sous le sens. Donc voilà, donc c'était naturel de fonctionner comme ça. Moi, je suis super content aussi, et j'ai hâte d'être à Cannes et de pouvoir jouer et puis partager. Ouais. Voilà. Et puis la version du ballet qu'on attend aussi avec impatience. Moi, globalement, je suis d'accord. Hein. Là, c'est de la négo, c'est de la pression. C'est complètement de la pression. Bon, du ballet, ils ont 2 ans chez Greg Games. C'est de la blague. J'ai envie de rejouer quand même à du ballet. Alors du ballet, pour l'histoire, c'est un jeu qui date de 2006, qui avait remporté l'As d'Or, qui était signé aussi par Serge Laget et Bruno, et qui est un classique avec sa fameuse boîte en forme de livre. On vous parle de ça, c'est juste pour la blagounette, rassurez-vous, il n'y a pas de pression de l'autre côté.
Il tire les ficelles dans l'ombre. Plus dans l'ombre maintenant. Je tire les ficelles dans l'ombre. À la lumière. En pleine lumière, il le fait aussi. Non, mais alors, je plaisante avec tout ça, mais par contre, vraiment, je trouve ça incroyable parce que dans le monde du jeu, il y a plein d'histoires, il y a plein d'aspects commerciaux quand même. Et là, on sent que c'est pas du commerce. Troc, c'est pas. Même s'il y a du troc, c'est pas du commerce. Troc, c'est pas du commerce. Celle-là, je pense que je vais la garder pour les dédicaces. Mais le fait qu'on retrouve toute une collection de Serge Laget chez Greux Games, ça fait partie des choses que j'aime dans ce monde du jeu en réalité. Il n'y a pas de raison commerciale derrière, si ce n'est un plaisir et un attachement fort. Et moi, ça me plaît. C'est con, mais parler des jeux autrement qu'en vous disant achetez-le, ça va se vendre beaucoup et on va le vendre à l'international, c'est des discours qu'on entend parfois, quand même, malgré tout. Et ça me plaît énormément. Merci pour ça, de nous proposer de raconter des histoires qui sont de belles histoires. On a terminé avec les jeux de Greux Games sur cette période-ci. Oui, on a tout vu. C'est déjà pas mal. On va ranger ce troc et on va passer à la minute culturelle. Alors juste avant cette minute culturelle, quand même, Bruno, on a la chance de t'avoir, Johan, on a la chance de t'avoir également. Vous m'avez dit que vous avez pas mal de projets. On n'a pas les boîtes à montrer, mais pour les mois qui viennent, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Je crois que Bruno, c'est fou là, ton Cannes 2026. Ouais, ça va être dense. Ça va être dense. Déjà, j'ai une actualité récente. Je pense qu'il y a déjà 2 jeux qui sont sortis récemment. Ouais. Je pense que parce que on est toujours en train de se projeter sur demain, mais en même temps, regardons ce qu'on a aujourd'hui. Et moi, il y a 2 jeux auxquels je tiens, qui sont tout particulièrement Légion, qu'on a fait ensemble avec Charles, qui vient de sortir, et voilà, et c'est un jeu que j'aime beaucoup dans l'univers d'Abyss, donc là toujours pareil, développement d'un univers, etc. Et puis j'ai été invité à travailler dans l'univers de Celestia, pareil, développement d'univers, sur un jeu coopératif à 2 joueurs qui était Celestia Duo, donc ça c'est mon actualité récente, et c'est une actualité que j'en profite pour remettre un tout petit peu sur la table. Complètement, oui, on peut retrouver de toute façon sur le site internet qui accompagnera l'article, vous allez pouvoir retrouver des informations sur... Elle a mis plein de choses, Aline. Je crois qu'elle a tapé Bruno Catala dans notre outil de recherche, donc on voit plein de jeux dont on a parlé, c'est depuis qu'on crée les matinales en réalité, donc il n'y a pas tout, évidemment. Et puis effectivement, j'ai une actualité 2026, et tout particulièrement en 2026, qui va être très riche, très dense, puisque si tout le monde est à l'heure, j'ai 6 sorties à Cannes. Oui. Qui seront parfois des avant-premières, mais en fait ça veut dire que dans le premier semestre de 2026, il y a 6 sorties. Donc Troc, dont on vient de parler. Il y a Frozen Blooms. Oui. Ou Frozen Flowers, à chaque fois Blooms. Frozen Blooms chez Synapse, donc est un jeu que j'ai fait avec Ludovic Maublanc. C'est pas Frozen, c'est Frosted. Je suis mauvais en anglais, moi c'est une catastrophe. Voilà, ce jeu-là, qui est vachement chouette, qui est là aussi la réalisation graphique, elle est faux-folle, avec des tuiles sur lesquelles il y a même du givre. Du givre, avec des tulipes givrées. Mais ça, je reviendrai vous en parler. Il y a un jeu avec Jérémy et Eliette Frel, qui sont un couple d'auteurs annéciens. Ça sera leur premier jeu publié, et ça s'appelle Château Rossignol. Oui. Voilà, donc là c'est un jeu à 2 joueurs avec sur la thématique des planchers Rossignol, des planchers japonais dans les châteaux, etc. Ça sera chez Sandcastle. Il y a Bella Vista qui va sortir chez Studio H, et qui est un jeu j'en ai pas trop entendu parler, avec Andrea Menini, et c'est un jeu avec un matériel spectaculaire, puisqu'en fait on fait popper une ville avec des bâtiments en 3D et tout ça. J'ai joué ça, non ? Ça s'appelait Central Park à l'époque. Oui. Ouais. Et le matos, le travail graphique qu'ils ont fait, là aussi, je suis hyper bien servi, je suis hyper content. Voilà. Ça, c'est pour quand ? Ça va être pareil, ça va être dans les semaines après Cannes, mais ça va être présenté à Cannes. Un jeu très familial, je veux dire très très accessible. Ouais. Et puis 2 petits jeux de cartes, qui s'appelle Vision, avec Florian Siriex, qui va sortir chez Haut les Mains. Mm-hmm. Et enfin, un petit jeu à nouveau avec Ludovic Maublanc, qui s'appelle Carnival. Chez Pixie. Chez Pixie, et que je pourrais décrire en le pitch, c'est un Cluedo. C'est-à-dire que c'est un Cluedo à 2.
Voilà, sacré programme. Là, franchement, vous pouvez. Et après, je dors. Que les katanas, ça remplira votre festival de Cannes. Ouais. Donc voilà, vous pouvez repasser sur le site pour voir les différents jeux dont on a parlé. Puis il y en a d'autres. On sait, il y en a déjà d'autres qui sont indiqués. Propolis, je pense qu'il y a une erreur. Qu'est-ce que ça fait ça, j'y suis pas pour grand-chose. Non, qu'est-ce que ça fait ? Je ne connais pas. Pourquoi ? Je regarde un peu en direct. Ouais. Qu'est-ce que ça fait là-dessus ? Si ça se trouve, j'ai fait des jeux que je ne suis même pas au courant. Il y a un monocatalogue qui s'est glissé sans aucune raison. On va l'enlever vite fait. Bon. Et voilà, ça c'est Carnival. C'est Carnival. Alors, on a eu l'autorisation de vous montrer la couverture du jeu. Donc illustré par Christine Alcouf. Ludovic Maublanc. Illustration de Christine Alcouf, c'est très chouette. Vous pouvez voir ça. Et ça, c'est une petite boîte. Je crois que c'est dans les boîtes c'est tout petit, où il y avait 0 aussi chez Pixie Games. Ça, je connais pas leur gamme par cœur, mais en tout cas, voilà. C'est pas le premier jeu que tu fais chez Pixie. Si, c'est le premier. Ah oui, je confonds avec Bruno Felluti qui avait fait un jeu d'enquête. Exactement. Ou un truc comme ça. Et vous voyez quelques illustrations réalisées par Christine sur ce jeu. Hâte d'y jouer. Johan, un peu d'actu aussi. Je regarde un peu ce qu'on a sur la fiche. Il y a un peu d'actu, oui. Sur la fin d'année, si je fais le même exercice, effectivement, il y a Légion qu'on a fait ensemble. Il y a Salamandra, on vient d'en parler. Il y a aussi Space Lab chez Studio H, qui est sorti il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un jeu dans lequel on va recruter des astronautes qui ont différents métiers et on va les peupler notre station spatiale internationale pour essayer de faire des projets effectivement. Des projets d'exploration et de compréhension de l'univers. Voilà, donc c'est tout ça dans un écrin plutôt initié, donc c'est très simple, on n'a pas besoin de s'y connaître, justement, on est en train de faire des échanges de cartes, où on va essayer de récupérer les bonnes cartes pour pouvoir poser les meilleurs astronautes, et pour ça il faut dépenser de notre main, donc c'est beaucoup de choix en permanence. Ça marche fort, ça, j'ai l'impression, que le démarrage a l'air pas mal. Ouais, je suis très content, et Hicham de Studio H aussi, c'est vraiment un jeu qui parle bien aux joueurs, et ça fait plaisir, parce que moi, étant assez proche de la thématique espace en général, on a souvent des déboires quand on essaie de descendre, alors, ça peut marcher en expert, mais dès qu'on sort de la catégorie expert, il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à fonctionner. Tu dis que tu es assez proche de la catégorie espace, tu as déjà été sur la Lune, je crois. Voilà, 3 fois. Là, j'y retourne demain, mais demain. Voilà, c'est ça. Mais en apnée cette fois. Avec From the Moon, où effectivement, j'ai eu un jeu qui mais ça, vraiment la catégorie expert. Chez la boîte de jeux, il y a eu From the Moon avec Gilles Asfarg, qui mon premier jeu sur lequel j'ai travaillé d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Bruno. Annecy, ouais, c'est vrai. Et effectivement, donc ce jeu-là qui est sorti en 2024. Et puis après, il y avait la question, donc pour Space Lab, Hicham a tout de suite été motivé pour ce thème-là. Mais il y avait la question de savoir, est-ce qu'un thème spatial peut être traité plutôt grand public. Et ils ont fait un travail qui était extraordinaire, qui s'appuie sur les dessins, par exemple, de Frontières, de Singelin. Et donc, du coup, on a trouvé un studio qui ont fait un travail extraordinaire, Weird Loop, qui ont réussi à rendre tout ça vivant, chaud. Et on va donc, ce que je disais, peupler notre station spatiale pour mettre les bonnes personnes avec les bons métiers pour que ça résonne ensemble. C'est un jeu de combo de cartes à la fin, donc il va falloir essayer de prendre à la fois les bonnes cartes et prendre de vitesse les autres, puisque dans ce jeu-là, le tempo est très très important. Et puis on collecte pour oui, et aussi l'extension de Faraway, qui est déjà sortie, parce qu'après, effectivement, il va y avoir d'autres sorties l'année prochaine, mais encore, là, sur cette fin d'année, il y a eu aussi la deuxième extension de Faraway, qui propose, pour aller rapidement, un effet Faraway dans Faraway, c'est-à-dire que dans Faraway, maintenant que vous avez l'habitude de jouer, c'est pour ça que vous avez acheté les extensions, c'est que vous avez l'habitude, maintenant votre cerveau est habitué à compter dans l'autre sens, même si pour certains c'est encore un peu dur, donc moi d'ailleurs. Et là en fait l'extension propose de laisser visible certaines cartes dans votre plateau. Donc tu dis ok, mais en fait la manière dont ça va se passer dans ta tête quand tu vas construire, tu vas te dire attends, j'ai l'habitude de faire le chemin en retour, et là à des endroits il faut le refaire dans le bon sens, donc en fait ça te refait un micro effet Faraway dans ton comptage, et c'est reparti, rebelote, t'es reperdu, etc. Et ça te remet du challenge. Bien sûr ces cartes là sont très puissantes, et bon il va falloir essayer voilà, c'est ce que tu vois à l'écran, les cartes donc qui ont des étoiles filantes ont un numéro, et le dernier numéro est en surbrillance, et donc toutes les cartes qui ont la même unité, donc par exemple la 23
33, la 33 par rapport à la 13, là, eh bien, resteront visibles au décompte. Et donc, ça va aussi ajouter encore un peu plus d'interaction au centre, puisque quand les bonnes cartes vont sortir, je veux dire, oula, dis Flo, toi, t'as 2 cartes à 9, je vais peut-être pas te laisser de la 19 parce que j'ai pas très envie que tu viennes l'allumer. Je pense que vous pouvez ouvrir un magasin à 2, Bruno, et il y aura assez de jeux pour que les gens ne s'ennuient pas dans le magasin. Voilà pour la fin d'année. Effectivement, là, il y a 2 jeux que j'attends beaucoup là, pour le début d'année prochaine. Il y a Collect qui va sortir dans le premier semestre, je sais pas exactement, peut-être à Cannes. On a joué hier, le jeu est fini, oui. Ouais. Avec Jérémy Ducret et puis Simon Caruso au pinceau chez Cool Mini. Voilà, donc ça c'est un jeu très familial où à son tour on révèle une carte, on l'accepte pas, on la place chez soi et on va déclencher un petit effet. Et alors là, surprise, les effets c'est pour embêter les voisins, de manière à être le premier ou la première à réaliser une ligne de 4 de 4 animaux identiques qui suivent, et en fait tu dis oui c'est très simple, oui sauf quand les autres s'y mettent pour t'en empêcher, et là c'est la cata. Voilà, pour les jeux qui sortiront, merci beaucoup. Il y a Day One aussi. Day One, on a beaucoup parlé hier. Ouais, Day One, c'est vrai, oui, on a moins Day One avec Levet. Et puis d'autres projets, mais qui arriveront plus tard. C'est un peu trop tôt, je pense, pour les montrer réellement, là, tout de suite. Il y avait d'autres choses, non ? Tu voulais dire ? Pour le premier semestre, il y en a peut-être un, mais je préfère le garder en stock. Pour plus tard, il faut que tu reviennes. Il va revenir. C'est la minute culturelle, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller en dehors du jeu de société ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez, sur lequel vous voulez attirer l'attention, tout simplement ? On commence par toi, Florian. Ok, moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Cave du Mills. Mills, en fait, il a créé un univers hyper barré, mais très attachant, et en fait dans lequel il va arriver il décrit ses lectures comics, BD, romans graphiques. Et il arrive à te mettre... il te décrit les choses, il les explique, et ça donne toujours très très envie. Le personnage est fou, mais du coup ça fait que ces reviews, elles sont ultra dynamiques, il se passe toujours plein de choses. Et j'ai eu la chance de le rencontrer on a eu la chance de le rencontrer cet été, et c'est un humain formidable. Alors, on a passé un super moment, donc vraiment voilà, j'ai envie que les gens le connaissent plus, aillent le voir et comprennent un peu ce qu'il fait sur la BD. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion qu'il y avait très très peu de choses sur la bande dessinée auxquelles je me m'étais attaché jusqu'à présent, donc là tu nous orientes vers lui. J'adore ça, donc forcément c'est très comics, tu m'as dit. Non, il fait tout, il fait comics, romans graphiques, BD en fonction, non, il y a tout, quoi. C'est dans le comment ça s'appelle, je pense que tout ce qui est avec des cases et des illustrations. Ok, bande dessinée, ça marche. Bande dessinée. Je regarderai ça avec intérêt parce qu'on cherche toujours des gens qui nous font des conseils. Je regarde un peu ce qu'il y a comme vidéo. Les titres, est-ce qu'il y a un format star, est-ce qu'il y a... Alors en fait, lecture de la semaine, ça c'est bien déjà, je trouve. Lecture de la semaine, en fait, il va lire plusieurs bandes dessinées. Ce qui est pas mal, c'est qu'il dit j'en ai lu 15 et je vais vous en parler que de 7 parce que c'est les 7 qui m'ont vraiment accroché. Ouais. Donc après, il cite pas les autres qu'il va pas parler. Je veux dire, il parle que de ce qu'il aime. Donc c'est toujours des reviews qui sont positives. Ouais. Après, il y a aussi des choses où il déballe des cartons. C'est pas mal de vues quand même pour un sujet aussi niche. Ouais. Et il y a aussi il déballe des cartons. Il reçoit un carton d'un éditeur. Il le déballe devant tout le monde, il montre les bandes dessinées ou les comics qu'il a reçus, et à partir de là, il va dire ellipse temporelle, et on revoit dans la vidéo où il les a lus quelques semaines ou quelques mois après, et là il explique ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, etc. dessus. Mais voilà. Et puis à chaque fois, il crée des petits... il crée des scénettes, il part dans ses délires, il y a des trucs... c'est complètement barré, mais c'est trop bien. Il amène le thème dans sa vidéo, et c'est vraiment très chouette. Je vais regarder ça. Je me le note. J'apprends plein de trucs, moi, avec cette rubrique-là. Je suis content. Ça donne envie. Céline, est-ce que tu as un conseil à nous donner ? Moi, je vais rester dans la BD. Plus de la BD pour enfants, mais qui nous fait un cœur fantôme. On adore à la maison, c'est Brume. Ouais. On adore vraiment les dessins. Là, il y a 3 BD qui sont sortis. 4. On a fait 4e qui est sorti récemment. Oui, effectivement. C'est Pénicilline. Et en fait, c'est super agréable à lire. Nous, au début, on le lisait à notre fils et maintenant, il les lit tout seul. Mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment top. En fait, on suit une petite sorcière, une petite fille qui pense être une sorcière.
Et puis, il va lui arriver plein d'histoires. Et c'est drôle. C'est vraiment drôle. Et il y a vraiment, je dirais pas double lecture, mais ouais, c'est drôle pour nous aussi, en fait. Pour les adultes aussi, il y a plein de jeux de mots. Et puis les dessins sont magnifiques. Donc c'est vraiment chouette. C'est ça. Ouais. Je regarde une page quand même. Parce que, chaque sortie est un événement à la maison, quoi. Ah ouais, c'est ça, nouveau vraiment. brume. Ouais. Conseil donc pour les plus jeunes peut-être, en tout cas pour les familles. Ouais. Bruno, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ? Alors moi, je vais basculer du côté des séries. Ouais. Voilà. Et j'ai 2 séries que j'ai bien envie de partager. Ouais. La première, franchement, c'est une excellente surprise à laquelle je m'attendais absolument pas. C'est Tulsa King. Et Tulsa King, en fait, j'avoue que j'ai mis longtemps... Là, il y a 3 saisons, mais je viens de la découvrir, en fait, donc je prends le train en marche. Et j'ai mis longtemps à y aller parce que l'acteur principal, c'est Sylvester Stallone. Mm-hmm. Et je dois avouer que j'avais un a priori pas nécessairement positif d'aller voir un truc avec Sylvester Stallone. Moi, même dans les jeux, t'aimes pas trop les stand-alone. Bravo. les comment dire, les Rambo, les Rocky m'ont jamais fait vibrer particulièrement, si tu veux, voilà. Et là, cette série, j'ai croché dès le premier épisode, vraiment, et là je suis en train de les regarder à la suite, des binge-watcher. Et en fait, c'est un mafieux qui sort de prison, il a 80 balais ou 75 ans dans la série, et en fait il est complètement dépassé parce qu'il a passé 25 ans en tôle, et la technologie, il sait pas, etc., etc. Et c'est à la fois drôle et en même temps l'histoire elle est prenante, c'est super bien fait, c'est un sale type, t'as pas vraiment envie d'être copain avec lui, mais en même temps il est attachant, il a son histoire familiale et c'est voilà, moi je prends vraiment un grand plaisir. Et la deuxième série que j'ai découverte là aussi par hasard l'an dernier, la 2e saison vient de sortir, mais je veux surtout pas la commencer parce que je supporte pas de regarder un épisode par semaine. J'ai envie, quand je suis bien dans un truc, de pouvoir les voir à la suite le plus vite possible, en fait. C'est Landman. Et il y a un point commun avec Tulsa King, c'est que c'est le même réalisateur, je crois. Oui. Et Landman, c'est avec le nom du comédien principal m'échappe, mais il le sait par cœur parce qu'il nous en parle toutes les semaines. C'est vraiment, là, c'est vraiment très très bien. C'est un gars, ça se passe dans l'univers du pétrole, avec dans la période actuelle, donc avec, on sait que ça va être la fin. C'est le mec, il est complètement désabusé et en même temps, c'est ça c'est aussi, très très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Faut tenir 2 épisodes parce que c'est vrai que le départ ça paraît très sombre, mais en fait tu t'attaches aussi à l'univers et aux personnages. Je crois pas que ce soit le réalisateur qui est en commun, on appelle ça le showrunner, producteur, c'est celui qui il écrit. L'écrit, oui, de toute façon dans l'écriture tu reconnais des choses. Et qui a fait aussi toute la série des Yellowstone. Exactement, pareil, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais en tout cas ces 2 séries, en tout cas moi ça m'a bien correspondu quand même. Voilà, pour ces 2 conseils de Bruno. Johan, tu nous en as fait hier sur de la bande dessinée, et tu avais d'autres idées en tête ? Ouais, je vais continuer sur la bande dessinée. Par contre, bien différent par rapport à avant-hier, effectivement. Moi, j'ai découvert, on m'a fait découvrir la BD Julius Corentin Haquefac. Ouais, si vous connaissez Marc-Antoine Mathieu, exactement. En fait, je connaissais 3 secondes de Marc-Antoine. Ça a inspiré notamment le jeu de société. Exactement, ouais. Je l'ai lu avant, il y a eu une séquence. Le nom du jeu. Attends, c'était Story. Chez Scorpion. Ouais, il y a Story dans le titre, non ? Oui. C'était le Zombie Kid. Zombie Kid, ouais. Enfin, le Zombie Kid. Donc c'était. Tant pis pour moi. Flashback. Flashback, merci. Et voilà. Et donc du coup, voilà. Et j'ai lu du coup les Julius Corentin et c'est extraordinaire. Donc c'est si je décris un petit peu ce qui se passe, c'est en 7 ou 8 tomes. C'est l'histoire. Mais ils sont séparés les uns des autres en fait. Oui, vous pouvez les lire au hasard si vous voulez. En fait, c'est toujours des bandes dessinées à concept. Ouais, c'est ça. Et le concept, effectivement, c'est un concept un peu loufoque où lui, le personnage est coincé dans la BD et finalement la BD va se mettre à évoluer. Même les codes de la BD vont se mettre à évoluer pour répondre à ces questionnements. Mais à évoluer vraiment, c'est-à-dire que je spoil juste un truc, il y a dans un des volumes, une des pages est brûlée.
Oui, mais elle est brûlée, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment... Allez, jouons de celui-là, celui qu'on voit à l'écran. Dans celui-ci, la première page, ça c'est la couverture vous l'achetez la bande dessinée comme ça. En fait, c'est pas la couverture. La couverture, elle est plus loin dans l'album. Ils ont mélangé les pages. Donc tu te retrouves au début du récit. Et c'est plein d'idées comme ça complètement surprenantes. Et il fait un récit derrière qui est intéressant. Et c'est cohérent. C'est cohérent parce que ça parle du Twitch, du Switch. Donc du coup, tu es là et tu dis mais de quoi on parle? Et après tu fais tout prend sens. C'est vraiment un travail. Pour moi, c'est du travail de génie. Mais bon... Alors c'est très niche, hein. Là aussi on est sur des gens qui aiment bien jouer avec les codes. Il y a vraiment des idées assez rigolotes. Il y a l'une d'entre elles où il y a une case qui est trouée. Donc, dans ta page, il y a un trou. Donc, quand tu le lis, tu le vois pas forcément parce que tu vois ce qu'il y a derrière. Ça colle sur la case. Quand tu le retournes, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué parce que c'était un rapport à la temporalité justement. Oui, forcément. Où en fait, moi la question de la temporalité me travaille beaucoup en général, mais sur plein de points de vue. Et là, je me suis dit, il a réussi à le mettre dans la BD. C'était vraiment extraordinaire, quoi. Eh bien, on les remettra au chalet pour les prochains visiteurs du chalet pour qu'ils puissent se plonger dans cette découverte-là. Cette série est absolument excellente, nous dit Monsieur Fall, c'est du génie. Mais oui. Je suis d'accord. On arrive sur la fin de cette émission, on est sur la tombola d'un monde de jeu, c'est le moment où on vous fait gagner. Alors cette semaine, les Kikaï en bois, on vous fait gagner. Merci beaucoup à Florian de Fantasy Game qui nous a proposé ça. On n'avait pas d'idée de l'eau la semaine dernière, on n'y avait pas réfléchi encore et il était là sur le chat, il nous a dit je vous fais gagner un truc sur la tombola de la semaine suivante. Donc je me connecte, on va faire le tirage au sort tout de suite. Je n'avais pas préparé la connexion, donc je suis en train de le faire. Hop. Ploum, ploum, ploum. Chante-nous un truc, Bruno, pendant. C'est votre value. On va faire le tirage au sort tout de suite. Je me reconnecte ici et voilà, ça arrive. Si ça s'affiche, si ça veut bien s'afficher. Parce que pour l'instant, j'ai juste une page blanche. Ça travaille ? On attend le site internet qu'il veuille bien nous afficher quelque chose. Ça va, vous trouvez pas trop le temps long tout... Non, tout va bien. C'est fou ça, pourquoi ça s'affiche pas? Ouais, peut-être reload, ouais. Bon voilà, alors je réexplique. Pendant le temps que la page s'affiche, je vous réexplique le concept. Toutes les semaines, vous pouvez participer à nos émissions, vous pouvez voter pour les jeux dont on parle en nous indiquant tout simplement si vous les attendez particulièrement. Et ensuite, à la fin de la semaine, vous pouvez acheter aussi des tickets de tombola, ça coûte 20 patates, vous gagnez une patate pour chacun de vos votes. Et à la fin de la semaine, on lance un tirage au sort, si on arrive à lancer la page. Oui. Il n'y a rien qui me fonctionne là tout de suite. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur de manip ou n'importe quoi, mais je n'arrive pas du tout à charger la page. Est-ce que le site est en rade? Ah, ça y est. Bon, au bout de la 12e fois, ça s'est lancé. Ça devrait marcher cette fois-ci. Hop, on regarde cette page de tombola. Donc je vais recharger, rafraîchir tous ceux qui nous ont soutenus sur la page. Ça marche. On va offrir un ticket de tombola à tous nos abonnés. C'est parti, on va lancer l'animation, on va voir combien de personnes ont pris des tickets cette semaine. Eh ben. Ah bah dis donc. Ah, vous êtes nombreux. Ah, quand c'est gratuit, hein, il y a du monde. Bravo les gars. Oh, bah dis donc, c'est très très demandé, c'est chouette. Joli, ouais. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde cette semaine-ci, je suis ravi. On mélange, il y a un bouton mélange, c'est Johan qui a codé ça. Hop, je remélange un petit coup. Premier tirage au sort, on va vous faire gagner 100 patates, ça veut dire l'équivalent de 5 tickets de tombola pour le tirage au sort de la semaine prochaine. Hop, je tire au sort et le vainqueur de ces 100 patates, Florian, c'est ta patate qui apparaît en plus. Alors oui, je t'ai pas expliqué ça. Quelqu'un m'a volé ma patate. Non, mais je t'ai pas expliqué ça, c'est que quand les gens prennent des tickets de tombola, il y a un côté collection. C'est-à-dire que quand on a lancé le truc, j'ai pris des personnalités de personnes qui étaient déjà venues au chalet, qu'on aime bien. Donc, j'en ai pris une vingtaine, dont l'équipe d'un monde de jeu, et il se trouve que tu avais ta patate qui était dedans. Et les gens, quand ils grattent quand ils reçoivent leur ticket, je te montre ça, je vais montrer ça en direct. Ils ont la possibilité donc de découvrir quelqu'un qui les soutient pour le tirage au sort. Bah, je suis content d'avoir fait. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y avait la tienne dedans. Et donc chouette. C'est toi qui as soutenu aussi, qui remporte 100 patates, qui va gagner directement. C'est des patates en plus pour le tirage de la semaine prochaine. Je n'ai pas reçu de ticket, c'est normal. Valoum qui dit j'ai pas reçu de ticket en plus. Bon, je sais pas, j'ai appuyé sur le bouton. Il faudra vérifier que tout a bien fonctionné. Ça a ramé ce matin, donc la question se pose. Deuxième qui va gagner 50 patates. Hop.
Et c'est Antares qui a soutenu Kakoki, et qui donc remporte 50 patates. Et là, on va faire le grand vainqueur, celui qui gagne les Kikai en bois Ultra Collector, offert par Fantasy Games. Attention, c'est parti. Et pouf, le vainqueur, soutenu par des beaux jeux, c'est Baron Webmaster, le ticket 758 de cette semaine. Bravo! Bravo pour toi. Donc normalement tu recevras un message pour nous envoyer ton adresse, parce qu'on n'a pas ton adresse, et on pourra te faire expédier ces Kikai en bois qui vont évidemment avec la boîte de Kikai. Je vous remontre du coup, parce que je t'en ai parlé. Je vais me reconnecter à amondedejeux.fr. Donc ça c'est le site amondedejeux.fr. Attendez, hop, j'enlève le tirage au sort. Et sur ce site, quand on va dans sa boutique, on a la possibilité d'acheter des tickets de tombola. C'est ici, hop, j'en achète un pour 20 patates. Oui, je suis d'accord. Hop, je l'achète. Le ticket, il est là. Et on va le gratter directement derrière. Ça s'affiche et on gratte. On fait ce qu'on veut. C'est bientôt Noël. On va faire un sapin de Noël. Vous pouvez faire des trucs vulgaires ou n'importe quoi. Et qu'est-ce qui me soutient pour le prochain tirage? Il sera opérationnel pour le prochain tirage. Ce ticket, c'est Marie qui va me soutenir. Ça rejoint en plus ma collection, donc on peut voir sa collection, tous les tickets qu'on a obtenus. Trop bien. Et tu vois, il y a toute une série de personnes. Là, j'ai pas encore celui-là. Il faudrait que je l'obtienne, mais. Et moi, j'ai jamais eu de ticket flow. Tu vois, c'est dans ceux qui sont cachés. Je suis rare. Ben, non, il y en a un qui est rare, je ne l'ai pas eu non plus. Le ticket 20, il est ultra rare. Tu as une chance sur 200 de l'avoir. Oh. Ouais. Et on le sait maintenant, c'est le ticket Shady Torbé. Il est trop rare au chalet. Donc. Et il brille et tout, il est foil. On s'amuse un petit peu avec ces tickets-là. J'en ai promis c'est top. J'en ai promis à d'autres personnes, et j'ai pas encore eu le temps de les faire. Je suis tellement débordé en ce moment. Mais je crois qu'il y a un ticket Bruno Catala. Est-ce que j'ai déjà obtenu? Non, pas encore. Bon, mais on les voit ici, là, dans tous ceux qui tournent. Le problème, c'est que le ticket Bruno Catala, il est accompagné d'une malédiction. Donc, tu gagnes jamais. Voilà, pour cette fameuse tombola. J'ai pas révélé quel était le lot de la semaine dernière, c'est honteux. J'aurais dû regarder, je vais pas regarder là parce que je vais m'y perdre. On vous redira ça dans la matinale de lundi, tout simplement, sur le lot de la semaine prochaine. Pas de la semaine dernière, ça n'a aucun intérêt la semaine dernière. Je me rends compte de ce que je dis au fur et à mesure. C'est la fin de cette émission. On va faire un petit raid vers la chaîne de Théo Rivière, parce que je pense que c'est lancé déjà le Black Friday, ça a lieu aujourd'hui. Ils sont en live toute la journée. J'imagine qu'ils se sont lancés vers 9h probablement. C'est l'occasion de leur faire un raid. Hop, je tape les trucs. Je suis en train d'écrire des mots. Il faut pas que je me trompe sur le nom de sa chaîne, parce que je suis jamais sûr, parce que c'est Théo Sacha, je crois. Va falloir que je trouve. Je pense est-ce qu'il y a un tiré bas? C'est ça la question. Ah oui. Si vous avez l'écriture exactement avec un underscore entre le Théo et le Sacha, ok. Alors on va y aller direct comme ça. Là, tu vois, il y en a un qui a eu Bruno et ça lui a pas porté chance. Ouais, c'est ce que je disais, de toute façon. Non valide. Théo Sacha avec la majuscule, je retente. Ah là là. Après, c'est pas facile de trouver des noms de chaînes qu'on arrive à taper facilement, parce qu'on le connaît, mais on sait pas l'écrire. Hop, ça va venir, ça arrive, vous inquiétez pas. Il y en a un qui l'a écrit. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, on vous envoie vers cette chaîne. On vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, il se passe plein de trucs sur la chaîne également. On aura des visites au chalet. Je crois qu'on a des TDA que l'on reçoit. Je crois qu'on reçoit... on va parler de Rallyman également, si je me souviens bien. Excellent. Ouais. Avec Monsieur Bouvier qui sera présent au chalet. J'espère que je dis pas de bêtises parce que je suis un peu confus là, j'ai pas assez dormi. Allez, je vous envoie sur la chaîne de Théo. Je vous souhaite à tous un bon week-end et merci beaucoup pour être venu au chalet. C'était une super matinale. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.